Cette semaine, je vous emmène avec moi au même endroit qu'il y a 2 semaines, dans la partie 1 de ce Scientific Day, c'est-à-dire au congrès Ultra Endurance et Conditions Extrêmes, où les premiers résultats de l'Ultra Trail scientifique de Clécy étaient présentés. Je vous repose le contexte rapidement. 56 participants, 6 tours de 26 km et 1000 mètres pour un total de 156 km et 6000 mètres à Clécy en Suisse normande. Il y avait des parties roulantes, des montées, des descentes, des radars à 20% et plus, bref. Le parcours, il a été pensé pour ressembler le plus possible à ce qu'on pourrait retrouver sur une vraie course. Le premier masculin, il termine de mémoire en moins de 20 heures et la première féminine, qui était 4e au scratch, en 26 heures. Le dernier finisher avait mis 36 heures. Mais il faut aussi se représenter l'écosystème dingue autour de ces coureurs. Benoît Mauvieux, le porteur de ce projet, qui a réussi à récolter un beau budget pour le mener à bien, a réuni 45 laboratoires de recherche, soit plus de 60 chercheurs qui réalisaient près de 40 mesures différentes à chaque tour. Ça prenait 1 heure aux participants. Moi, ça me fascine d'imaginer ce protocole de recherche. Et d'ailleurs, il n'y avait pas que des évaluations pendant, parce que les personnes qui participaient à cet ultra trail scientifique étaient logées proches du lieu de la course, dans un immense centre de vacances, où ils et elles réalisaient également d'autres analyses avant la course et les jours suivant l'épreuve. Bref, vous l'avez compris, je suis fasciné. Il y a 2 semaines, je vous ai présenté une partie des résultats, avec de la bioméca, de la physio, de la psycho, de la médecine, de la santé, de la podologie. Et cette semaine, je vous ai sélectionné 7 autres communications pour conclure ce Scientific Day, où on va parler cette fois thermorégulation, psycho, encore, qualité de l'air, posture, pied, sommeil et une dernière fois santé. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 sur les premiers résultats de l'Ultra Trail scientifique de Clécy. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est du matériel de pointe pour vos entraînements et vos aventures outdoor. Je suis utilisateur convaincu depuis longtemps et pendant que leur montre vous guide sur les sentiers et dans vos aventures d'ultra-endurance avec une autonomie hors norme comme celle que propose la Suunto Vertical, cet épisode vous amènera aux frontières des découvertes scientifiques sur cette pratique qu'on aime tant. Et je vous propose d'ouvrir ce Scientific Day partie 2 avec à nouveau Benoît Mauvieux. Benoît, c'était le porteur du projet Ultra Trail scientifique de Clécy, mais cette fois, je vous propose de l'écouter dans son rôle de chercheur en physiologie pour une étude sur la régulation de la température corporelle pendant cet Ultra Trail. L'objectif, c'était de comprendre si la manière dont un coureur gère sa température centrale peut influencer ses performances, voire prédire l'abandon. Comme la dernière fois, je vous propose un petit lexique des termes techniques pour être sûr que personne n'est perdu pendant la présentation. La température centrale, c'est la température mesurée au cœur du corps, par exemple dans le tube digestif, qui reflète la production et l'évacuation de chaleur. La thermorégulation, c'est la capacité de l'organisme à maintenir une température stable malgré l'effort ou les conditions extérieures. Quand Benoît parle d'hypothermie ou d'hyperthermie, c'est la température corporelle trop basse, hypothermie, ou trop élevée, hyperthermie, qui peut compromettre la performance et la santé. La vasodilatation, c'est la dilatation de vaisseaux sanguins, par exemple pour évacuer la chaleur. Et le volume plasmatique, c'est une composante du liquide du sang, c'est une partie du sang qui peut diminuer avec la déshydratation. Benoît va répondre à des questions comme pourquoi certains coureurs abandonnent par hypothermie et d'autres par hyperthermie. Comment la température centrale reflète la stratégie de course, l'intensité ou la capacité d'adaptation du corps. Ou encore, ce que vous pouvez ajuster dans votre équipement et dans votre pacing pour éviter ces dérives thermiques. Allez, j'enchaîne avec une autre présentation, celle que nous avions menée sur la température. Donc là, l'idée, c'était de voir si justement le suivi de la thermorégulation de la température centrale pouvait être un déterminant de la performance dans la capacité justement de gérer cette température-là. Et donc, là, l'idée, c'est évidemment de présenter les résultats du trail de Clécy, mais éventuellement de faire un petit lien avec un autre ultra trail qui avait été fait dans des conditions estivales. Alors, en fait, pour comprendre un peu d'où vient la chaleur, quand vous allez justement courir, vous allez augmenter votre dépense énergétique, ce qu'on appelle l'élévation l'augmentation du métabolisme de base. Les muscles vont libérer de l'énergie chimique. Le glissement des filaments d'actine et de myosine, qui sont les composantes des muscles, vont s'échauffer, vont produire de la chaleur. Donc, on va avoir un coup, une conversion énergétique. Vous allez libérer l'énergie chimique sous une forme d'énergie mécanique, comme dans tous les rendements, comme dans tous les moteurs. Ça produit de la chaleur. Cette
production de chaleur va devoir être évacuée. Et donc, on a une nécessité de réguler cette température-là. C'est ce qu'on appelle la thermorégulation, puisque l'humain, nous, on reste à peu près aux alentours de 37 degrés, et ceci indépendamment de deux choses, des conditions extérieures, il fait chaud, il fait froid, et indépendamment de l'augmentation du métabolisme de base. Donc l'idée, c'est de rester dans des températures acceptables qui vont aussi permettre d'optimiser la performance. Alors nous, l'humain, on n'est pas très bon, hein. On est même très mauvais. J'irai pas jusqu'à dire qu'on participe largement au réchauffement climatique, mais 80% de notre énergie libérée se libère sous forme d'énergie calorifique. Donc le rendement humain, il est vraiment pas terrible. Et donc, l'augmentation de la température corporelle dans le corps, elle engendre différentes réponses, différents mécanismes. Le moyen de transfert, d'évacuation de la chaleur chez l'humain le plus efficace, c'est la transpiration, sauf chez nos nageurs ce matin, qui, eux, vont plutôt échanger par conduction et convection de l'eau froide sur leur peau. Mais nous, en fait, l'humain, on va, produire de la sueur, et si le milieu environnemental dans lequel nous sommes, en gros, s'il ne fait pas trop humide autour de nous, eh bien notre sueur va pouvoir s'évaporer, c'est bien la transpiration. Et donc, ce qui permet d'éliminer de la chaleur, c'est de transpirer, mais c'est surtout de vaporiser cette sueur. Donc, ça va nous permettre de perdre de la chaleur. Et pour emmener cette chaleur-là en périphérie du corps, eh bien, on va avoir une augmentation du transport du flux sanguin cutané par un mécanisme de les veines, la vasodilatation. Et donc, cet afflux de sang va pouvoir apporter en périphérie cutanée la chaleur qui provient de la production énergétique des muscles. Ensuite, par rapport à ça, eh bien, il y a une adaptation dite comportementale. Soit, effectivement, on va mettre une casquette, on va se mettre en long, on va réduire la production métabolique, on va diminuer sa vitesse pour justement réduire la production de chaleur. Et puis, on va pouvoir aussi adapter d'autres comportements, l'hydratation et ajustement de l'intensité de l'effort. Alors, pour nous, les sportifs, on a souvent, quand on était petit, on le fait toujours, mais normalement on s'échauffe. À quoi sert l'échauffement? Eh bien, l'échauffement va nous permettre de monter un petit peu notre température. Alors souvent, on dit qu'on est à 37 degrés, mais en fait, on s'aperçoit qu'aux alentours de 38,5 degrés, eh bien, finalement, il y a des avantages. Les avantages, c'est que la conduction, ce matin, Géraud vous a parlé de la conduction nerveuse dans les fibres. Eh bien, la conduction nerveuse, elle est un peu plus rapide quand la température centrale est un peu plus élevée. La viscosité, donc cette plasticité musculaire, elle diminue. On a moins de viscosité musculaire. L'élasticité des tendons, il y a plus de souplesse. Et puis surtout, on va augmenter la vitesse des réactions chimiques. Donc, la libération de notre énergie chimique va être améliorée sur cette température-là. L'inconvénient, c'est que rester longtemps à une température un petit peu plus élevée que 37 degrés, eh bien, on a justement un risque de surchauffe. On a une évaporation sudorale pour justement évacuer cette chaleur-là, mais cette évaporation sudorale, en fait, elle va créer, vous connaissez ça, une déshydratation qui peut même aller jusqu'à une réduction du volume de votre volume de sang. On appelle ça la réduction du volume plasmatique. Et donc, du coup, vous allez avoir un sang qui est, moins volumineux, qui est plus épais. Donc, il va avoir plus de mal à s'écouler, plus de mal à passer dans la fibre musculaire, qui va augmenter aussi potentiellement, et Amir vous en reparlera tout à l'heure, le travail cardiaque. Et donc, à ce moment-là, tout s'accélère, tout devient plus difficile. On a de plus en plus de chaleur qui s'accumule parce qu'on a de moins en moins de sang, etc., etc. Alors, la science nous apporte quelques petites études. On a une étude qui avait été faite justement sur cette température idéale, aux alentours de 38 degrés. On a aussi des publications qui nous ramènent des températures qui auraient été proches de 41 degrés enregistrées sur la Wayne Stenson Endurance Run. Et puis, il y a d'autres valeurs qui sont enregistrées, par exemple des valeurs maximales sur des ultra-trails ou sur des trails aux alentours de 39,5. Et puis, on a surtout aussi un taux d'abandon assez important sur ces disciplines-là, qui peuvent aller de 30 à 50%. Donc nous, l'origine aussi, l'objectif, c'est de comprendre pourquoi il y a des abandons sur des trails. Est-ce que la température pourrait expliquer ces abandons-là? Et puis, en fait, dans la littérature, tout à l'heure, justement, quand on dénombre un petit peu les articles scientifiques, on a beaucoup de travaux qui ont été faits sur plutôt des marathons, des courses de vélo, donc des choses d'épreuves relativement courtes, mais sur des épreuves de plus de 10 heures, on n'a pas beaucoup de données. Donc là, l'idée, l'objectif de ce papier-là, c'était justement de voir comment la température pouvait être régulée. Alors, la spécificité du trail de Clécy, c'est que ça s'est fait au mois de novembre, donc on n'est pas du tout dans les conditions estivales, même si sur ce 11 novembre 2021, on avait plutôt une belle journée, 14 degrés, donc une température plutôt idéale pour performer, puisque vous produisez peu de chaleur, donc on va maximiser, on va dire, le flux sanguin au niveau musculaire et avoir un petit peu moins de sang au niveau de la peau. Et puis dans la nuit, on a eu beaucoup d'humidité, il a fait moins 2 degrés.
Et donc, je trouvais intéressant de vous présenter aussi en analogie pour comprendre les écarts et les différences entre les deux. On va dire tout le contraire, un trail estival dans des conditions de plus de 30 degrés de température. Alors, comment est-ce qu'on fait pour enregistrer la température? L'idée, c'est d'avoir le maximum de points. Donc, on utilise un système télémétrique qui se fait en continu. Donc, c'est une sorte de petite capsule en résine qui possède un thermomètre. On l'avale, ça sort de l'estomac assez rapidement. Et puis ensuite, ça va transiter dans tout le tube digestif. Donc, on a vraiment une température prise au milieu du corps. Donc, sur les résultats, en fait, ce qu'on a fait, on a classé le temps passé dans chaque dixième de température. Donc, en bas, vous avez la température qui va de 34 degrés à 41,5. Fort heureusement, nos sujets n'y sont pas. Donc, on a arrangé ça par dixième de température et on a comptabilisé le temps passé au prorata du pourcentage de votre course. Et donc, on s'aperçoit que sur Clécy, en fait, nos finishers, ils sont plutôt sur la droite de l'image. Les non-finishers, ils sont plutôt sur la gauche. Et donc, les résultats statistiques nous montrent en fait que les non-finishers qui ont abandonné, à un moment donné, ont produit moins de puissance métabolique et ont souvent abandonné pour hypothermie. Donc la moyenne en fait des finishers, si on prend la moyenne des températures absolues sur l'ensemble de la course, il n'y a pas de différence significative sur la température centrale. C'est un peu différent, mais c'est pas significatif. Les non-finishers ont passé significativement plus de temps à des températures maximales, c'est-à-dire que quand ils vont haut, ils restent longtemps à haute température. Et on a remarqué aussi, on a mis ça en parallèle avec ce qu'on appelle le pacing, donc la gestion de la course. Nos non-finishers sont partis très très vite. Alors, ils n'ont pas couru plus vite que les non-finishers, mais ils sont partis à des allures qui leur étaient bien trop supérieures. Ils se sont peut-être fait un petit peu embarquer dans le fouet de cette course-là. Et donc, les coureurs qui sont partis les plus vite sont aussi les coureurs qui ont le plus décliné en termes de vitesse. Et ce sont les coureurs qui ont eu finalement le temps passé dans des températures les plus froides. Donc, la plupart ont terminé en hypothermie. Et on a même un guide de haute montagne spécialisé d'ultra-trail, etc., qui abandonne avec une température centrale à 34,7. Si je fais l'analogie, dans un contexte plutôt estival, dans une température très élevée, là, on a carrément l'inverse. On a des non-finishers qui sont complètement à la droite de l'image, donc qui sont montés à des températures plus hautes, qui sont montés quasiment jusqu'à 40 degrés, et qui, proportionnellement au prorata de leur course, passent beaucoup plus de temps dans des températures plus élevées. Donc là, on est vraiment sur l'inverse. Et donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la température sur les épreuves de longue durée est vraiment un indicateur, un peu comme on va dire, le bon fonctionnement de tout moteur. Quand votre voiture échauffe, c'est qu'il y a certainement une problématique de pompe. Yvan disait ce matin que j'étais plombier, donc c'est vraiment ça. On a vraiment la pompe à eau qui déconne, où il y a une fuite dans le liquide de refroidissement, où il y a on va dire, le radiateur devant qui est bouché. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, pour nous, c'est vraiment un bon indicateur. Donc, ça veut dire que soit vous allez trop vite, soit vous avez une problématique dans la gestion de votre vitesse attentionnelle, etc. Et donc, ce qu'on s'aperçoit aussi, que c'est sur ces différentes courses-là, c'est que tous les coureurs qui se sont retrouvés dès les premières difficultés du parcours, que ce soit sur la côte du physicien ou sur d'autres épreuves, donc des coureurs qui ont très rapidement marqué des signes d'hypothermie ou d'hyperthermie, ont tous systématiquement abandonné. Pour l'instant, il n'y a pas forcément de causalité, mais ce qu'on remarque. Et enfin, on confirme bien que finalement, la moyenne des finishers, elle est plutôt aux alentours de 38 degrés. Et donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer que la température soit trop élevée ou trop en deçà de la température idéale? C'est éventuellement du surentraînement. Donc, le surentraînement, vous avez par exemple une fatigue cardiaque ou une déshydratation prononcée en début d'exercice. Donc voilà, ça peut être une explication. Des allures aussi qui sont trop importantes par rapport à votre propre potentiel, donc vous êtes sur des métabolismes trop importants, des productions de chaleur trop importantes. Éventuellement, et ça c'est tout bête, mais c'est un mauvais choix de votre tenue vestimentaire. Eric Claverie nous le confirmera, souvent on est un petit peu, parce qu'il y a des marques, il y a des modes, faut mettre un buff, faut mettre une veste comme ci et comme ça. En fait, moi je vous encourage vraiment à vous préserver et à finalement à moins thermoréguler possible. Donc je ne veux pas dire avoir le plus froid possible ou le plus chaud possible, mais choisissez ça, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis aussi on anticipe sur ce qu'on appelle des protocoles d'acclimatation à la chaleur. Je sais que vous vous entraînez beaucoup. Souvent, vous partez de la Normandie au mois de novembre, fin octobre, pour aller faire le trail de la Diagonale des Fous. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Donc, l'idée, c'est pas aussi de vous retrouver surpris dans un environnement qui est nouveau. On va aller de plus en plus, on en parlera demain sur la suite du congrès, sur des problématiques de réchauffement climatique. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en considération. Le corps a la faculté de s'adapter à la chaleur, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. Voilà, je vous remercie beaucoup. Moi, il y a plusieurs points que je retiens de l'intervention de Benoît. 1. La température centrale, c'est un marqueur clé de la régulation physiologique en ultra.
Les finishers ils restent autour de 38 degrés, alors que les abandons sont associés à des dérives, soit vers le chaud, soit vers le froid. Et d'ailleurs, ils avaient des non-finishers par abandon, des abandons pour hypothermie. C'est-à-dire que parfois, la stratégie « au pire, je marche parce que je suis fatigué », en frôlant la barrière horaire, à un niveau d'effort physique minimum, elle est peut-être pas si pertinente. Parce qu'en fait, on peut abandonner parce qu'on a froid. On produit pas assez d'effort, pas assez de chaleur, et donc c'est une stratégie qui peut être risquée et peut tout autant mener à l'abandon que tenter de s'éloigner de ces barrières horaires, quitte à être à la frontière avec ce qu'on peut produire en termes d'effort. Ou alors, il faut bien la prévoir, cette stratégie, avec par exemple des vêtements chauds. De plus, ce que Benoît a dit, ça soulève des questions sur le pacing. Partir trop vite, c'est prendre des risques. Et ça, il l'a clairement soulevé. La stratégie de départ influence directement la régulation thermique, et être en sur-régime augmente le risque de dérive, surtout en conditions chaudes. Et enfin, une bonne gestion, ça passe par l'intensité de l'effort, l'équipement et l'acclimatation. Sur un ultra, il va falloir s'adapter aux conditions météo et c'est crucial dans l'entraînement. Bref, parfois les variations de la température, elles sont sous-estimées et Benoît, il rappelle que c'est quand même un paramètre très important de la performance en trail. Je vous propose qu'on passe maintenant à la communication de Marion Rémilly. Elle est médecin du sport au CHU de Caen et spécialiste de traumatologie, fraîchement diplômée d'une thèse, sur un sujet qui est peu exploré, la psychologie en trail et l'addiction à l'ultra-endurance. En s'appuyant sur plus de 500 questionnaires récoltés, elle a étudié les traits de personnalité associés à une forme d'addiction à l'ultra-endurance pour mieux comprendre quelle personne bascule du sport santé, du sport loisir, à une pratique compulsive délétère pour la santé. Je vous propose une définition de quelques termes qu'elle va utiliser. L'addiction au sport, c'est une pratique excessive, incontrôlée et persistante malgré des effets négatifs sur la santé, la vie sociale ou la vie exceptionnelle. Le Big Five, c'est un modèle en psychologie qui caractérise les traits de personnalité en 5 grands traits. L'extraversion, l'ouverture aux expériences, le névrosisme, le caractère consciencieux, un petit peu la rigueur mentale, et l'agréabilité. Le névrosisme, c'est une tendance à ressentir facilement des émotions négatives, comme de l'anxiété, de la colère, de la vulnérabilité. Le RED-S, je vous en parlais dans un épisode avec Manon d'Auvergne, c'est un syndrome de déficit énergétique chronique qui est lié à un déséquilibre entre dépenses énergétiques et apport, souvent associé aux pratiques extrêmes et souvent associé à un manque d'apport en glucides. Marion va répondre à des questions comme « Est-ce que l'ultra peut devenir addictif ?» comme l'alcool ou le jeu. Quels traits de personnalité rendent des personnes vulnérables à cette addiction? Ou encore, comment repérer, évaluer, prendre en charge ces athlètes à la frontière du sport santé et du sport pathologique? Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier Benoît de m'avoir invité, ainsi que Geoffrey que vous avez vu un peu plus tôt pour représenter notamment le CHU de Caen et le service de la médecine du sport. Je vais vous parler de l'addiction au sport d'ultra-endurance et des traits de personnalité des athlètes. Ça a été mon travail de thèse pour devenir médecin, enfin docteur en médecine. Je suis médecin du sport au CHU de Caen. Je fais aussi une grosse part de mon activité, c'est la traumatologie. Et ce travail de thèse avait été encadré avec le docteur Geoffrey Drigny, que vous avez vu un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Donc, l'ultra-endurance, c'est aussi la raison pour laquelle on est tous réunis cet après-midi, c'est que ça prend de l'ampleur depuis ces dernières années. Les épreuves sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus longues également. Je vous ai mis quelques petits logos qui doivent parler à la plupart d'entre vous, notamment sur le cyclisme et la course à pied et le trail, avec des épreuves donc toujours plus longues, toujours plus difficiles, avec toujours plus de dénivelé. Et parfois, nous, on a un petit peu le regard du médical en se disant où on va s'arrêter. Et donc, on voulait un petit peu se pencher sur, du coup, les traits, l'addiction au sport d'ultra-endurance et puis les traits de personnalité qui étaient liés à cette pratique. C'est difficile pour nous d'alerter sur les dangers de la pratique, on va dire, d'ultra-endurance et de l'addiction à ce sport. Parce que dans notre société, depuis ces dernières années, on a voué les bénéfices de l'activité physique régulière. Dans plein de cadres, on dit qu'il faut bouger tous les jours. Quand on a des pathologies chroniques, on nous invite aussi à bouger ou faire bouger les gens. On a l'activité physique adaptée qui s'est beaucoup développée aussi ces dernières années. On prescrit même le sport maintenant. Donc, revenir en arrière en disant attention, ça peut être dangereux, on nous écoute pas trop. Et c'était aussi le but de ce travail. Donc, le but, c'était d'étudier les traits de personnalité associés à l'addiction au sport d'ultra-endurance. Le but, c'est de pouvoir faire un dépistage précoce. Plus on est nombreux à avoir notion que finalement, ça peut avoir des effets délétères. Plus vite, on peut aussi prendre en charge les patients et les sportifs.
Et donc c'est aussi, le but c'est d'accompagner ces sportifs pour éviter notamment aussi des conséquences néfastes avec d'autres choses qui peuvent être liées à cette addiction. Donc pour ce faire, on avait fait un questionnaire en ligne avec 2 questionnaires principaux à compléter par les sportifs. Le premier, c'est un questionnaire qui a été validé en 2007. C'est l'exercice dépendance scale révisé, et donc qui permet de faire le diagnostic de l'addiction au sport. Il permettait de faire donc le dépistage chez notre population, de classer les patients qui étaient addicts ou non addicts, ou certains qui avaient un certain nombre de symptômes. On en reparlera après. Et ensuite, on a fait passer à cette population-là un deuxième questionnaire sur l'étude des traits de personnalité. Alors, ça permet de classer en 5 classes, donc c'est assez, on va dire, grossier, mais ça permettait, nous, d'avoir un questionnaire assez court que les sportifs veuillent bien prendre le temps de compléter. Et donc, on est classé en 5 lettres différentes, comme vous pouvez voir, avec O, E, C, A et N, avec des 3 grands traits de personnalité liés à ces lettres. C'était une étude épidémiologique transversale via un questionnaire. La population, c'était des athlètes volontaires qui pratiquaient l'ultra-endurance. Et le lien aussi aujourd'hui, c'est que, et notamment avec Benoît, c'est qu'une grosse partie des réponses avait été suite à l'ultra-trail de Clécy. Donc on avait réussi à obtenir 507 réponses. Et sur cette population, on a eu 27 sportifs qui avaient des traits d'addiction à l'ultra-endurance. Et donc 470 qui étaient non-addicts. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait une population intermédiaire de 366 sportifs qui avaient certains traits, donc qui étaient symptomatiques, mais qui n'étaient pas classés comme addicts. Mais ça représentait finalement les 3/4 de la population qu'on avait. Ensuite, on a donc corrélé avec le questionnaire sur les traits de personnalité, et on a vu que le score total de l'addiction au sport était positivement corrélé à la lettre N, qui correspond à des traits de neuroticisme, donc des émotions négatives, un névrosisme et une nervosité. Donc malheureusement, je vais pas pouvoir rester trop longtemps avec vous. J'ai un match de hockey à médicaliser, parce qu'après ça, je vais pas me faire que des amis dans cette salle. Et on a vu aussi que le score total était corrélé négativement à la lettre A, qui représentait des choses plutôt positives, comme l'agréabilité, l'altruisme et l'affection. Donc voilà, on a vu que sur les populations d'ultra-endurance, ceux qui présentaient des critères d'addiction avaient des traits de personnalité qui étaient plutôt négatifs. Ça colle avec les études antérieures sur d'autres addictions. Les addictions à l'alcool, aux jeux, aux drogues, ont aussi montré que le trait de personnalité qui ressortait était la lettre N. Donc en fait, on a finalement juste montré que les personnes qui étaient addictes au sport avaient les mêmes traits de personnalité que les autres addictions. Et en fait, le message principal, c'est de se dire que l'addiction, c'est quelque chose de négatif. Parce que comme c'est du sport, on a l'impression que l'addiction est peut-être positive, mais non. Vraiment, le discours des psychiatres là-dessus, c'est l'addiction, c'est négatif, peu importe la substance, peu importe que ce soit de l'alcool, drogue ou alors du sport. Donc, il faut s'alerter par rapport à des patients qui pourraient avoir des traits d'addiction. Maintenant qu'on a fait ce constat, c'est de savoir comment on peut aider, comment on peut faire avancer les choses et prendre en charge ces patients. Alors, la prise en charge est forcément globale et multidimensionnelle. Il n'y a pas une personne qui trouve forcément une solution et qui a une prise en charge toute préfaite. Donc, la première part, c'est de l'éducation, c'est d'en avoir conscience et d'avoir les outils, comme le DSR qu'on a vu, qui permet justement de classer les gens addicts ou pas. Si on a des doutes, on peut faire passer le questionnaire pour avoir, entre guillemets, la réponse. Donc ensuite, identifier, évaluer les individus à risque, c'est ce que je viens de dire, par exemple, selon la personne qui va être en face. Mais si c'est un médecin, ça va être par la consultation et potentiellement après de faire passer le questionnaire. Ce qui est ultra important, nous, dans notre métier de médecin du sport, c'est d'avoir un réseau professionnel, en fait. Parce que on peut dépister plein de choses, mais si on n'a pas le réseau derrière pour prendre en charge les patients, eh ben, on n'avance pas. Donc la médecine du sport, c'est effectivement avoir un réseau dans l'imagerie, c'est-à-dire des radiologues qui sont capables de nous avoir un rendez-vous rapidement si on a besoin d'une IREM, ça. Là, c'est la même démarche, c'est-à-dire que si on a un patient, on dit bah c'est bien, on a fait passer le questionnaire, il est addict au sport, il a certainement des traits de personnalité sur lesquels il faut travailler, mais qu'on n'a pas de psychiatre, qu'on n'a pas de psychologue, qu'on n'a pas, nous, la capacité de le prendre en charge, en fait, ça va pas faire avancer les choses. Donc, il faut avoir, en fait, rapidement connaissance de si je suis confronté à des patients qui vont avoir ces traits, mais vers qui je vais les orienter, donc avoir un réseau, contacter des gens, savoir s'ils peuvent prendre en charge ces patients. Et donc, dès qu'on a le patient, on peut lui proposer tout de suite une prise en charge. S'il est aussi chez nous et qu'il en parle, c'est qu'il est potentiellement, il y a une ouverture pour qu'il soit pris en charge. Et si derrière on dit c'est bien, alors je vais me renseigner, je vais voir quel réseau je peux, je vais peut-être, du coup on le perd. Donc il faut savoir, le plus important c'est d'avoir le réseau en amont et ensuite de pouvoir enchaîner les choses rapidement pour lui. Notamment donc dans les prises en charge, ça va être des psychothérapeutiques.
des théories d'induction du changement, des TCC, et parfois même aller jusqu'à des traitements pharmacologiques si possible, si nécessaire, pardon. Et donc ça va être plutôt les psychiatres notamment qui vont pouvoir introduire ces traitements-là. On avait modélisé donc une théorie du changement appliquée à l'addiction au sport d'ultra-endurance, donc pour notre cas. Donc la première phase, c'est la préintention. Donc là, en fait, le patient qui reste en préintention, il se sent pas concerné. Pour lui, il est pas addict, il est pas addict à son sport. Donc tant qu'on est ici, on n'arrivera pas à le faire avancer. Mais voilà, si on l'a en consultation, si on commence à en parler, si on sent qu'il pose des questions lui-même, on peut donc l'aider à rentrer dans la phase d'intention où là, il se dit effectivement, peut-être que ma pratique, elle est néfaste, il faudrait peut-être que je diminue les choses. Et donc ensuite, il faut avancer, donc planifier des modifications, diminuer la pratique. Et la phase la plus importante, c'est le maintien, en fait. Si on arrive à lui faire diminuer sa pratique, on lui montre que, en fait, c'est pas forcément le volume qui va faire qu'il va pouvoir atteindre ses objectifs, si c'est ça sa volonté, ou peut-être juste lui proposer aussi d'autres activités qu'il avait un peu oubliées en disant qu'il y avait que l'ultra-endurance et la pratique de son sport qui était importante. Il faut réussir à lui faire revenir vers d'autres activités, diminuer son volume, peu importe l'objectif qu'il a et qu'on va se construire ensemble. Mais la phase la plus importante, ça va être ça, ça va être le maintien. Est-ce que ça va durer 3 mois, puis ensuite ça va repartir en arrière, ou alors est-ce que effectivement à la fin il se sent libéré, il se sent mieux, et donc on va avoir un arrêt définitif pas de cette pratique générale, mais de cette pratique nocive, on va dire, du sport. Et parfois effectivement, comme dans toutes les prises en charge, parfois il y a des rechutes et ça ne fonctionne pas. Je vais faire aussi un petit parallèle avec le Rett syndrome. On en parle de plus en plus. Donc c'est syndrome de déficit énergétique relatif dans le sport. C'est quand j'avais fait ma thèse il y a maintenant 3 ans, on commençait à en parler. Maintenant, il y a une deuxième version de l'outil de dépistage. Donc il y a une échelle. En fait, on est déjà à la deuxième version. Donc on en parle de plus en plus. Donc c'est un état de surentraînement en parallèle d'un état de sous-alimentation qui induit des dérèglements hormonaux. Et en fait, ça a des conséquences sur la santé de l'athlète et aussi ses performances. Et c'est pour ça que tant que c'est la santé, des fois, on n'arrive pas à attraper les gens parce qu'ils cachent leurs problèmes de santé, ils viennent pas nous voir pour ça. Parfois, on les attrape parce que sur la performance, on commence à avoir des conséquences et donc il va être adressé par son entraîneur, par son encadrement, par son prépa physique. Et là, on peut revenir sur l'état de santé et en fait, on se rend compte que ça fait plusieurs mois que la santé est plutôt mauvaise. Les symptômes, ils sont assez divers, mais c'est surtout l'addition de tous les symptômes. On n'a plus de piles. De l'addition de tous les symptômes, donc l'asthénie, perte de poids, blessure, contre-performance, anxiété, dépression, démotivation, insomnie, plein de choses comme ça. Il n'y a pas forcément tous les symptômes, mais c'est souvent une addition de tous ces symptômes. Là, c'est les derniers travaux qui sont sortis en 2024, où ils ont refait un peu le total des symptômes sur la santé et puis les contre-performances qui peuvent être associées. Ce sont des petits icônes, mais ça permet de bien parler, notamment aux plus jeunes, de voir que en fait, ça peut avoir plein de conséquences néfastes. Et donc, comme je vous disais, il y a un outil, c'est le RETS4.2, donc c'est la deuxième version d'outil dépistage. Il permet, quand on fait passer le test, de classer les patients en 3 niveaux différents, avec une zone verte, une zone orange, rouge. Donc pareil, le visuel fait que les gens adhèrent bien à l'étape où ils sont. Et ensuite, en fonction de cette classification, on a des prises en charge. Et notamment, quand c'est plus sévère, on préconise d'arrêter temporairement la pratique sportive pour le bien-être du sportif. Donc en conclusion, le premier mot, c'est éduquer les athlètes, mais en fait pas que les athlètes, l'entourage, les entraîneurs, les médecins de club, les comités de jeunes, les pôles espoirs, les préparateurs physiques, vraiment tous les individus qui vont être en contact de ces athlètes. Évaluer les individualistes, donc savoir des outils pour pouvoir classer les gens dans certaines catégories et pouvoir des fois leur faire prendre conscience de leurs problèmes. Et donc prendre en charge les patients, avoir, comme on disait, un réseau identifié de personnes qui peuvent être aptes à prendre en charge ces patients. L'étude a été novatrice dans l'ultra-endurance parce que, comme on disait, l'ultra-endurance, c'est quelque chose qui est quand même assez récent et qui se démocratise de plus en plus. Et donc, on est voué d'autant plus maintenant à avoir de plus en plus d'études sur le sujet. Et c'est aussi le lieu la raison de ce congrès cet après-midi et puis les jours qui vont venir. Comme je vous ai dit, insister sur l'effet néfaste de l'addiction. Vraiment, l'addiction, c'est quelque chose de négatif. Et malgré le fait que l'activité physique soit quelque chose de bien pour la santé, l'addiction au sport, c'est quelque chose de négatif.
Et on se posait la question de l'impact sur la classification de ce trouble parce que nous, en médecine, tous les troubles psychiatriques sont répertoriés dans un manuel qui s'appelle le DSM-5. Du coup, la dernière version est assez ancienne, mais il n'y a absolument pas notion de cette addiction au sport dans ce manuel. Donc, on espère qu'avec ces travaux-là, notamment, on puisse en parler dans les manuels qui nous permettent, nous, d'apprendre la médecine et notamment la psychiatrie. Alors moi, j'ai retenu 3 choses de cette intervention de Marion. 1, c'est que l'addiction à l'ultra, elle existe et elle est problématique. 5% des répondants présentent une addiction avérée et près de 75% montrent déjà des symptômes. Contrairement à ce qu'on croit, l'addiction au sport, elle n'est pas saine, elle n'est pas positive et elle existe. 2, il y a un profil psychologique à risque, c'est-à-dire les trailers qui sont addictifs, ils présentaient plus de névrosisme, donc des émotions négatives, une certaine vulnérabilité, et moins d'empathie. C'est un profil qui est proche de celui qui est observé dans d'autres addictions comme l'alcool ou les drogues. Et 3, identifier, ça permet de mieux accompagner. Il faut dépister tôt, avec des outils comme les questionnaires présentés, mais aussi un réseau de professionnels, des médecins, des psychologues, qui sont prêts à intervenir rapidement, car le danger est de repérer sans pouvoir vraiment aider les personnes. Peut-être que cette présentation vous aidera à vous questionner vous-même sur votre propre pratique. Et je vous propose qu'on change un peu de thématique maintenant, pour écouter Quentin Martinet. Il est doctorant à l'université de Reims sur la pollution et l'activité physique, et il s'est penché sur un aspect peu étudié en trail, la qualité de l'air et son impact potentiel sur la performance. Pendant toute la durée de l'Ultra Trail scientifique de Clécy, il a mesuré en continu la concentration de gaz polluants et de particules fines grâce à des capteurs positionnés à des endroits stratégiques du parcours. Petit lexique pour mieux approcher sa présentation. Les PM10, les PM2.5 et les PM1, c'est des particules fines en suspension dans l'air, dont le diamètre est respectivement inférieur à 10, 2,5 et 1 micromètre. Plus elles sont petites, plus ces particules pénètrent profondément dans les poumons. Inhalation ou dose inhalée, ça veut dire la quantité totale de polluants respirés pendant un effort, qui est en lien direct avec la ventilation par minute, le volume d'air qu'on inspire par minute. Et les seuils OMS, c'est des niveaux maximaux de polluants à ne pas dépasser pour préserver sa santé selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quentin, il va répondre à des questions comme est-ce que l'exposition à la pollution, même en contexte rural, atteint des seuils préoccupants pendant une épreuve d'ultra-endurance? Est-ce qu'on peut lier des pics de pollution à une baisse de la vitesse ou des performances physiologiques? Et quelle stratégie concrète peut-on adopter pour réduire son exposition à des agents polluants, à l'entraînement et à des compétitions? Donc bonjour à tous, moi je vais vous présenter les travaux que j'ai faits notamment sur le trail scientifique de Clécy. Donc moi c'était un petit peu particulier. J'ai pas regardé vraiment des tests à chaque tour, moi je regardais vraiment ce qui s'est passé sur toutes les boucles. En fait, j'avais des capteurs que je vais vous présenter juste après qui nous permettent d'analyser en fait la qualité de l'air, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver dans l'air. Je vais vous montrer donc certains gaz et certaines particules fines. En gros, nous avions posé 2 capteurs, comme on peut le voir ici sur le profil d'altitude ici. Un premier capteur qui était positionné où tous les autres tests scientifiques étaient faits, et un autre capteur qui était aussi le point le plus haut de la course en termes d'altitude, qui était positionné donc au kilomètre 14, qu'on peut voir aussi ici avec le code couleur au milieu de la boucle, qui nous permettait d'avoir 2 points de mesure de tous les polluants au niveau de la course. Ces capteurs, pour le présenter pour les coureurs qui étaient sur la course, vous vous en souvenez peut-être, c'était ces petits capteurs qui étaient positionnés, du coup, il y en avait 2 au niveau de la course. Ces capteurs étaient positionnés à 1,70 m du sol, pour une simple raison, en fait, si on les met en dessous, on va capter, donc aspirer des particules fines qui seraient plutôt du sol, donc ce qui va pas nous intéresser, nous on regarde ce qui est dans l'air, ce qu'on va respirer. Et en fait, 1,70 m, pourquoi? Parce que c'est environ la hauteur de la bouchée du nez pour une grande partie des personnes, approximativement, qui va permettre du coup de voir ce qu'on respire et à cette hauteur, donc, lors de notre effort. Ici, donc, on peut le voir ici sur la photo, c'était ces petits capteurs qui étaient donc positionnés sur la course. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on respire, il y a beaucoup de polluants qui sont présents dans l'air. Certains sont gazeux. Donc ici, nous, on mesurait le dioxyde d'azote, le monoxyde d'azote, le monoxyde de carbone et aussi l'ozone. Ça, c'est des gaz qui sont considérés comme des polluants qui sont donc dans l'air que l'on va respirer. On verra ensuite, après, les mesures que nous avons réalisées. Et aussi des particules fines. Moi, les particules fines, c'est ce qui va un petit peu plus m'intéresser. Pourquoi? Parce que les particules fines, quand on regarde, nous trouvons ce qu'on appelle des PM10. Quand je parle de PM10, après je vous parlais de PM2.5 et PM1, je peux déjà les afficher ici. On parle ici en fait d'un diamètre. Le diamètre, donc ça va être en micromètres. Par exemple, si je prends les PM1, les plus petites particules que je mesure,
Imaginez donc, vous, un cheveu. La plupart des personnes en ont. Ou sinon, regardez votre voisin. Pour les cheveux, du coup, on a un diamètre qui est environ 50 à 70 micromètres. Donc ici, on a en fait une particule qui est 50 à 70 fois plus petite que le diamètre d'un cheveu. Donc on peut voir que ces polluants vont pouvoir aller, notamment lors de l'activité physique, bien plus profond que les particules PM10 qui sont plus grosses et qui seront du coup plus filtrées. Nous pouvons aussi mesurer avec ces capteurs différents paramètres environnementaux, tels que la température, l'humidité ou encore la pression. Mais ici, on va rester du coup plutôt sur la qualité de l'air. Donc, mesure de polluants, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans un premier temps, nous pouvons voir qu'entre le capteur 1 et le capteur 2, donc on peut voir ici avec le code couleur, capteur 1 qui était du coup le plus bas et capteur 2 qui était le plus haut. Nous pouvons voir que nous avons les mêmes variances en termes de capteurs. Mais nous avons du coup des particules fines, notamment PM10 et PM2,5, en plus fort pourcentage, donc en plus grande concentration, au capteur 1, qui était le plus bas. Peut-être parce que forcément, comme nous sommes plus bas, nous ne sommes pas sur un plateau, nous avons peut-être moins de mouvement de vent, donc d'aération, et peut-être plus une stagnation des particules. On peut voir deux zones en rouge. Ces zones en rouge sont en fait au-dessus, ce sont les valeurs au-dessus des seuils de référence de l'OMS. Ces seuils de référence, en fait, sont des seuils à ne pas dépasser normalement sur une plus ou moins grande durée, qui peut amener sinon des pathologies, etc. On peut voir qu'ici, nous avons dépassé pour les PM2,5 pendant 250 minutes et pendant les PM10, 10 minutes seulement le long de la course. Donc, on a dépassé des seuils, certes, mais pendant un temps assez relativement court. Pour ce qui est des gaz, ici je vous ai présenté tous les gaz qu'on a mesurés. On peut s'apercevoir que nous sommes très loin du coup de ces seuils. Par exemple, si on prend l'ozone, le plus bas, tout en bas, nous voyons que nous sommes à 100 microgrammes par mètre cube, qui est le seuil, et nous avons nous des données qui vont aller jusqu'à environ 25 du coup microgrammes par mètre cube. Maintenant, si on regarde un peu les paramètres de performance et physiologiques. Nous avions donc des montres GPS qui nous permettent d'avoir des paramètres de la performance. Vitesse à plat, donc c'est-à-dire la vitesse sans prendre en compte le dénivelé, et la fréquence de foulée. Et pour les paramètres donc, cardiaques et respiratoires, des gilets Exoskin, les coureurs je pense s'en souviennent un petit peu, qui permettent d'avoir du coup fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, et du coup une estimation de la ventilation minute. C'est là ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que quand nous avons la ventilation par minute, même si c'est une estimation, nous pouvons estimer la dose inhalée de polluants. Et du coup, ici nous avons regardé les ventilations minutes au-dessus de 35 litres par minute et au-dessus de 60. Pourquoi? Parce que nous savons qu'en fait, au-dessus de ces seuils-là, notamment 35 et 60 litres par minute, on entraîne une respiration principalement orale, ce qui va du coup diminuer la filtration nasale, donc au niveau du nez, et ce qui va augmenter en fait le taux de déposition des particules, donc notamment des PM10, bien plus loin dans les poumons. Et du coup, nous avons aussi regardé la fréquence respiratoire pour calculer cette inhalation. Ici, je ne vais pas vous présenter tous les données qu'on a eues ici, parce qu'on en a des centaines, mais en fait, l'inhalation, on n'a pas vu de réel impact des polluants sur en fait ces paramètres-là. Si on regarde maintenant la vitesse à plat, c'est juste ce que je vous ai présenté. Après, je vais vous présenter des petits tips quand il y a des pics de pollution, etc. pour aller courir. Nous avons cherché des valeurs atypiques. Alors ici, je vais vous montrer des graphiques. Il ne faut pas avoir peur, c'est juste en fait un modèle statistique. Je vais vous présenter. Ici, nous avons fait tourner un modèle statistique qui va nous donner en fait l'écart de vitesse, donc la vitesse à plat, par rapport à la moyenne, en termes d'écart type, c'est-à-dire la différence en fait entre la moyenne et toutes les valeurs. Quand on prend un seuil de 5%, ici nous avons du coup un seuil de 4,56 écart type. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que si je dépasse ce seuil, en regardant ma vitesse à plat et mes particules fines, ça veut dire que mes particules fines vont avoir un fort impact sur cette vitesse. En gros, ici, nous avons regardé. Donc là, c'est tous les points. Nous avons plus de 10 000, suivant les modèles, des fois 50 000 tests réalisés donc, sur nos modèles. Et ici, on peut voir qu'il n'y a aucune valeur qui ne va dépasser ces seuils. Donc en gros, ça veut dire que les particules qu'on a mesurées sur la course, attention, c'est bien sur la course ici, n'ont pas d'impact sur la, du coup, vitesse à plat. Maintenant, comment adapter sa pratique pour limiter? Pour limiter du coup votre exposition, privilégier des horaires, peut-être pas vraiment quand vous sortez du travail, etc. Si vous pouvez attendre ou le faire plutôt en week-end où là les industries tournent plutôt au ralenti, etc. Des lieux de parcours,
Par exemple, ne pas forcément courir dans des petites rues, peut-être des fois privilégier des gros axes, même s'il y a un peu plus de voitures, des fois il y a plus de ventilation et moins de stagnation des particules. Et ensuite, regardez les conditions météo. Je sais que c'est pas drôle de courir quand il fait humide, notamment quand il pleut, mais en fait, en termes de pollution pure, c'est le meilleur moment pour aller courir. Les particules retombent au sol et les gaz diminuent. Et enfin, pour du coup, que faire en cas de pic de pollution ? Diminuez votre intensité ou justement optez pour des activités plutôt intérieures, par exemple du renforcement. Ici, c'est encore controversé. Courir, ne pas courir, que faire ? Mais les études pensent plus à dire qu'il faudrait courir et ne pas rester inactif devant sa télé. Pour conclure, après je ne vais pas m'étendre sur le sujet, nos premiers résultats montrent qu'il n'y a pas d'incidence, du coup notamment des particules sur la performance et du coup les verbes physiques, mais il faut bien faire attention à ce que je dis. Je ne dis pas ça dans la globalité, c'est juste pour ici, avec des taux du coup de particules qui sont relativement bas quand même. Et du coup, les résultats sont plutôt rassurants et nous avons en perspective future de mettre en fait notre étude parallèle avec des marqueurs sanguins d'inflammation pour voir, après les pics de pollution, est-ce qu'on a pu voir dans le sang ces marqueurs-là qui seraient du coup en plus grand pourcentage avant ou après. Merci de m'avoir écouté. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai adoré cette présentation parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse un épisode dédié à ce sujet. Moi, j'ai retenu que les taux de pollution relevés pendant l'épreuve, en particules fines et en gaz, sont restés globalement bas, en dessous des seuils critiques de l'OMS, à l'exception de quelques pics pour le PM2,5. Ensuite, ces faibles concentrations, elles semblent pas avoir d'impact vraiment mesurable sur la performance, ce qui est plutôt rassurant. Il n'y avait pas de lien entre elles et les variations de vitesse, de fréquence cardiaque ou de ventilation. Mais, c'est le troisième point à retenir pour moi, ces résultats ne s'appliquent qu'à un contexte spécifique, dans l'Ultra Trail scientifique de Clécy, en pleine nature, dans un climat favorable. Dans d'autres environnements plus urbains, peut-être que la pollution peut modifier la réponse physiologique, le stress respiratoire. Et ça, on a vu une étude pionnière, mais il va nous falloir d'autres études pour répondre à cette question. D'ailleurs, cette communication sur la qualité de l'air, c'est le bon moment pour vous parler d'un partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux, Wise. Wise, c'est une marque de trail avec un engagement fort. Ne laissez qu'une seule empreinte, celle de nos pas. Chaque produit est conçu avec des matériaux robustes et une fabrication raisonnée, en choisissant méticuleusement ses partenaires pour réduire le plus possible les émissions liées à ce processus de fabrication de textiles. C'est un vrai engagement pour ceux qui, comme moi, passent des heures sur les sentiers et veulent les préserver. Mais cet engagement, il se fait pas au détriment de la performance. Leur dernier produit, le Cuissard Half Tights, en est la preuve. Il est pensé pour l'ultra, avec son litre de portage réparti en 3 poches, et il est aussi conçu pour durer, avec une durée de vie annoncée de plus de 5000 km et une résistance prévue à plus de 200 cycles de lavage. C'est aussi un textile qui respire, avec une perméabilité à l'air de 920 litres par mètre carré et par heure. Pour le découvrir, rendez-vous sur le site de Wise, le lien est en description, et je vous propose de passer maintenant à une communication sur la posture. Parce qu'en effet, on va étudier Stéphane Bénard, qui est spécialiste de posture, d'équilibre et de cognition spatiale. Pendant l'Ultra Trail scientifique de Clécy, il s'est intéressé à 3 fonctions clés, mais parfois négligées en trail: la posture, la perception de la verticalité et l'orientation dans l'espace. Autrement dit, vulgairement, comment notre cerveau gère l'équilibre même quand tout le corps et la cognition est fatigué. Je vous propose quelques définitions pour mieux comprendre sa communication. Quand il parle de posture, c'est en fait la capacité à maintenir l'équilibre debout grâce à 3 systèmes sensoriels: la vision, les yeux, les oreilles internes et la proprioception, les différentes afférences, les sensations que par exemple nos pieds nous renvoient. Quand on parle de perception de la verticalité, on parle de la capacité à savoir qu'on est droit, même les yeux fermés ou en conditions instables. Quand il mentionne la navigation spatiale, c'est la capacité de l'humain à s'orienter dans l'espace, soit en suivant l'environnement, avec des stratégies visuelles, en regardant où va, soit en mémorisant des séquences de mouvements. C'est ce qu'on appelle des stratégies plutôt motrices. Et enfin, quand il parle d'oscillation posturale, c'est en fait des petits mouvements du corps qui sont mesurés pour détecter une fatigue de l'équilibre. C'est des petites oscillations qui sont presque imperceptibles de notre centre de gravité et qui peuvent refléter de la fatigue. Stéphane va répondre à des questions comme: est-ce qu'on peut prédire un abandon en ultra en faisant des analyses posturales? Est-ce qu'on modifie notre façon de percevoir la gravité quand la fatigue s'installe? Et face à la fatigue mentale, est-ce que notre cerveau adopte des stratégies d'orientation plus économiques pour, entre guillemets, tenir jusqu'au bout? Alors j'ai fait un truc un peu moins scientifique, comme il y a aussi du grand public, et puis on a des trailers. Je fais une présentation pas simplifiée, mais plus globale comme ça.
que tout le monde puisse comprendre et que ce soit pas trop non plus avec trop de chiffres. Donc, on a travaillé sur la partie posture, équilibration, un classique, tout le monde connaît. Et puis, en fait, de façon un peu plus générale, c'est la cognition spatiale, c'est notre capacité à s'orienter, ce qui est plutôt intéressant quand même sur un trail, même si vous avez les parcours et que celui-là a été répété. Pour s'équilibrer, on a 2 organes sensoriels. Vous avez le système vestibulaire en bleu, vous voyez, tous les petits capteurs pour mesurer les mouvements. Ça, c'est le nerf qui passe, c'est le nerf vestibulaire qui monte. Et à ce premier lien-là, vous avez la stabilisation du regard et puis les réflexes de posture. Sur cette zone-là, on va avoir, je vais vous le redire après, la capacité d'orientation et de navigation. Le deuxième élément, c'est les yeux, le nerf optique que vous voyez un peu en bleu, et puis l'air visuel qu'on a ici, voilà. Et puis le troisième, c'est tout le système sensitif, la perception du corps. Voilà, la perception du corps, les articulations, les muscles, etc. C'est tout le système sensitif qui arrive dans l'air sensitif que vous avez ici, voilà, qui va arriver là. Et puis tout ça, en même temps, va se projeter dans une zone qui est un peu en arrière, que vous avez ici, qui est le cortex multisensoriel, voilà, associatif. C'est ce que je vous représente là, de la même façon, vue de cerveau. Et ça permet d'avoir perception de la verticalité. À chaque instant T, on a une perception de la verticalité. Et puis le deuxième élément, c'est notre capacité à s'orienter et naviguer. Voilà. Et c'est ce qu'on est allé mesurer, ces 3 paramètres-là. Donc première chose, la posture. C'est un output, c'est une sortie finalement générale. La capacité de posture va prendre en compte système visuel, système vestibulaire, système sensitif et d'autres facteurs comme la fatigue, l'aspect fatigue, la charge mentale, etc. Toutes ces choses-là vont impacter sur notre capacité à rester en équilibre. Ça, vous l'avez pour les trailers, vous êtes tous passés sur les petits pads, vous l'avez ici, et puis on mesure les oscillations, vous voyez, il y a des capteurs au niveau des pieds, donc on va mesurer toutes ces oscillations-là que vous avez, alors pas autant, j'exagère, on va mesurer aussi l'axe antéro-postérieur, les oscillations que vous avez dans cet axe-là, et puis les latérales. Ça, c'est ce qu'on mesure de façon classique, posturologie classique. On le fait en conditions yeux ouverts, donc on a les 3 organes. Vous avez les yeux, système vestibulaire, proprioceptif, les 3 fonctionnent et on le fait aussi en mode où on ferme les yeux. Voilà. Et je vais pas tout vous montrer comme données, je vais vous montrer les données les yeux fermés en posture classique et vous voyez les oscillations antéro-postérieures. C'est ce que je fais quand je fais ça. Voilà. En fermant les yeux, on va avoir des petites oscillations. C'est pas tout à fait les mêmes caractéristiques, les mêmes réseaux de contrôle. Les trailers, alors... On va avancer sur l'autre, voilà. Et boucle 0. Alors, boucle 0, c'est avant le trail. Boucle 3, troisième boucle. Boucle 6, à la fin. Eh bien, on va avoir une augmentation de l'oscillation antéro-postérieure. C'est un peu imperceptible parce que tout ça, c'est réflexe. Vraiment, ça, c'est réflexe, mais ça veut dire qu'il se passe des choses. Alors, ça paraît petit, les résultats, mais c'est relativement significatif. Des petites variations comme ça entre les chiffres sont relativement importantes. Sur le plan de la latéralité, en fait, on a beaucoup moins d'oscillations latérales. Voilà, beaucoup moins d'oscillations latérales. On a une vraie stabilité latérale et beaucoup plus d'oscillations antéro-postérieures. Je ne vais pas l'interpréter globalement parce que ça peut signifier plusieurs choses. Si on passe à la posture, là, je vous montrais un élément, on a fait ça avec Perrine, qui est en Master 2 ici. On a fini d'analyser quelques données. Ce qui est intéressant, je vous montre un paramètre intéressant. Vous voyez, on a différencié non-finisher de finisher. Les yeux fermés au tout début, ces oscillations antérieures et latérales. Et regardez ce qui se passe. Eh bien, à la boucle 3, alors que il y avait une personne qui a abandonné, je crois, sur blessure, mais il y avait encore tout le monde. Eh bien, la boucle 3, vous voyez que les oscillations antéro-postérieures et latérales, pour les non-finishers, elles sont beaucoup plus importantes. Voilà. Donc, ça semble être un vrai marqueur prédictif de l'aspect pouvoir finir ou pas finir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va arrêter. Imaginons qu'on fasse de la posture à chaque boucle sur les ultra-trails. On va pas arrêter les gens et leur dire non, ta posture est pas bonne. Voilà. Mais il n'empêche que c'est un bon marqueur finalement qui montre que ces oscillations-là, ce contrôle-là multisensoriel, il y a probablement une fatigabilité, il y a d'autres choses qui impactent et qui montrent que c'est relativement prédictif de ce qui va se passer dans les boucles à venir et jusqu'à la fin du trail. Deuxième élément, c'est la perception de la verticale. Alors, on mesure ça. Vous voyez qu'on met les gens en réalité virtuelle. On a une barre, on est complètement dans le noir. Il y a une barre blanche que vous avez là-bas, que vous devez mettre ce que vous pensez être le plus droit possible.
La deuxième condition, vous voyez ces arbres-là, mais en fait, ces arbres-là sont un peu penchés, ils sont orientés. Voilà. Donc, artificiellement, on vient mettre les repères visuels à quelques degrés, on les désoriente pour voir si le corps, le cerveau, finalement, est en train de se dire, non, ma verticale, c'est je ressens dans le vestibule, je ressens dans le corps, c'est bien comme ça. Donc, on perturbe un peu, on rajoute une influence visuelle. Et le troisième, c'est la moins sympa, c'est ces petites boules-là qui tournent. On fait une rotation, donc évidemment, on est plutôt comme ça, il faut rester vertical. C'est pour aller voir un peu là, discriminer comment est-ce qu'on mesure la perception de cette verticalité, ce qui est important pour notre équilibration. Eh bien, ce qu'on remarque, c'est que on va regarder dans les deux conditions perturbées, plus on évolue au fur et à mesure du trail, et plus en fait on switch les informations visuelles, on est très centré sur le corps. Perception vestibulaire de l'oreille interne, perception du système sensitif, et on va switcher ces informations vestibulaires, on est extrêmement ancré, il y a une très bonne perception de la verticalité. Ça n'empêche pas les oscillations des non-finishers. C'est pour ça que c'est relativement complexe, mais intéressant. Et puis le troisième élément, vous voyez, c'est notre capacité à s'orienter. Capacité à s'orienter, on a deux façons globales de faire. Et on est tous, c'est à peu près 50-50 dans cette pièce, si on passe ce test-là. Donc on met, pareil, les personnes en réalité virtuelle. On a un labyrinthe en T. On a à l'intérieur de ce labyrinthe et on apprend à tourner là où il y a une pièce d'or au bout du labyrinthe. Donc au bout de 4 fois, vous avez compris qu'il faut tourner à droite. On a des personnes qui regardent les repères visuels. Vous voyez le carré, vous avez un carré jaune, un rond, etc. Des choses simples, mais on a des repères visuels. On a des personnes qui apprennent plutôt et qui s'orientent plutôt en regardant beaucoup les repères visuels. C'est relativement gourmand en énergie cognitive, et d'autres qui, au bout d'un moment, disent « Ok, c'est à droite, je tourne à droite ». Donc, c'est un apprentissage, c'est une stratégie de navigation qui est très motrice dépendant ou très visio-dépendante. Et tout le monde est passé. Et on a remarqué, en fait, voilà, en fin de trail, eh bien, en fait, on va évidemment, c'est logique, mais encore fallait-il le montrer, on va tous avoir tendance, vous voyez tout ce qui est gris foncé là, on va énormément s'orienter sur des stratégies beaucoup plus striatales, orientation motrice plutôt que centrée sur l'environnement, parce que c'est plus gourmand en énergie, donc c'est plus fatigant. Et au fur et à mesure, en plus, vous connaissez les boucles, évidemment, mais c'est comme un parcours. La première fois qu'on va chez son boulanger dans une nouvelle ville, on regarde partout, c'est cette rue-là, machin, et puis à la fin, c'est 2 fois à droite, 3 fois à gauche. Voilà. Donc on fait pareil finalement en trail, avec une certaine à la fois fatigabilité et pour garder on va dire une ressource mentale, eh bien, tous vont s'orienter vers une stratégie extrêmement motrice d'orientation. Voilà. Donc tout ça, c'est relativement intéressant. La posture, surtout ce marqueur prédictif, est relativement intéressant. Et on va finir, après, on va faire les différences hommes-femmes. Je vous présente pas tout parce qu'on a quelques minutes. Mais on a des données extrêmement nouvelles, oui, parce que le trail, il n'y en a pas eu d'équivalent. Difficile d'aller comparer avec la littérature, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trails, même aucun, qui a été fait avec des morceaux à l'intérieur de mesures. Donc toutes ces données-là, en fait, vont évidemment être corrélées avec les aspects physiologiques, neurophysiologiques. Et voilà un petit peu ce que l'on a montré. Voilà l'équipe, et je remercie évidemment Benoît pour son travail. Il nous a fait bosser pendant 3 jours non-stop sans dormir. Je ne sais pas s'il faut vraiment le remercier. Et puis là, en plus, avec le congrès, il y a un gros travail. Moi, je rigole. Donc derrière, il y a toute une équipe qui est venue faire les mesures. Il y a eu Perrine, Angela Julienne, Laurent Duris, Gwenaël Huet, tout ça, et puis d'autres collègues, d'autres équipes. Je vous remercie. J'en ai terminé pour cette petite présentation. Bon alors moi, qu'est-ce que je retiens de cette communication ? C'est que la stabilité posturale, c'est un marqueur prédictif fort. Les non-finishers présentent dès la 3e boucle plus d'oscillations antéro-postérieures d'avant en arrière, signe d'une dégradation du contrôle sensoriel de l'équilibre. 2, malgré la fatigue, la perception de la verticalité reste étonnamment stable, ce qui montre que le cerveau parvient à maintenir une bonne intégration sensorielle même après des heures d'effort. En revanche, et c'est le 3e point que moi je retiens de sa communication à Stéphane, c'est que la stratégie d'orientation change avec la fatigue. Les coureurs pourraient délaisser les repères visuels pour adopter une navigation plus automatique, plus motrice, qui est moins coûteuse cognitivement. Ces résultats sur l'évolution de marqueurs mentaux et sensoriels, moi je trouve ça vraiment passionnant et je suis certain qu'au niveau de la littérature, il y a vraiment des choses à creuser dans cette direction à l'avenir. Je vous propose maintenant de passer à la communication de Sébastien Pavaillé. Il n'était pas présent, Sébastien, mais on a pu récupérer sa vidéo.
il est responsable d'innovation chez Salomon, et il a mis en place à Clécy un protocole intéressant, à savoir qu'il scannait les pieds en 3D des coureurs tous les 26 km. L'objectif, c'était de suivre l'évolution du volume du pied au fil des kilomètres et de comprendre à quel moment et dans quelle zone le pied gonfle. C'est une question que je trouve vraiment importante, plus importante qu'il n'y paraît, notamment pour le confort, la prévention des blessures et la conception des chaussures d'ultra trail spécifiquement. Juste avant qu'il commence, quelques définitions. Un œdème, c'est une accumulation de liquide dans les tissus, qu'on observe fréquemment en ultra trail, en particulier au niveau des extrémités. Le volume du pied, c'est quand on mesure en 3D la largeur, le périmètre, la longueur du pied à plusieurs endroits, par exemple à l'avant du pied, au cou du pied, à la cheville. Une analyse de variance, une ANOVA, c'est une analyse statistique qui permet de détecter si une variation significative existe entre deux ou plusieurs mesures. Et une demi-pointure ou une pointure, c'est une augmentation qui va environ de 3 à 6 mm de périmètre et qui peut donc avoir une influence sur comment on se sent dans la chaussure. Sébastien, il va répondre à des questions comme « Est-ce que le volume du pied augmente linéairement tout au long d'un ultra ? À partir de quelle distance faut envisager une demi-pointure de plus sur une chaussure ? Et quelles sont les zones du pied les plus concernées par le gonflement en ultra trail ?» Eh bien, bonjour à tous. Pour ceux qui se souviennent pas de moi, je suis Sébastien Pavaillé. J'étais dans l'équipe Salomon sur le protocole de Clécy. Donc, je travaille pour la marque Salomon à Annecy. Donc, c'est fait partie des raisons pour lesquelles je suis pas parmi vous aujourd'hui. J'en suis bien désolé. Et puis, pour être tout à fait honnête, à l'heure actuelle, il est fort possible que je sois en train de m'envoyer une pizza à Rome. Mais je pense bien à vous quand même. Et puis, je tenais à vous adresser cette petite vidéo pour partager les premiers résultats. Donc, je fais partie de l'équipe Salomon. Si vous vous souvenez, on avait notre outil scanner de pied pour étudier l'évolution du volume du pied des coureurs au cours de la course. Et donc, j'ai préparé une petite présentation que je vous partage tout de suite pour vous montrer les premiers résultats qu'on a obtenus. Et voilà. Donc, évolution du volume du pied. En petite introduction, un petit rappel, ceux qui avaient suivi la conférence à Caen, avant l'UTS aussi, ça doit vous rappeler quelque chose. Les points de contexte, c'est la course ultra-distance, ça provoque des œdèmes sous-cutanés généralisés. On le voit au niveau du visage de cette personne, par exemple. Et par gravité, forcément, cet œdème va se retrouver dans les parties basses du corps et notamment dans les pieds. Et donc, l'idée qu'on a derrière ça, c'est de se dire... On observe cet œdème, mais comment ça se traduit sur les dimensions spécifiques du pied, et notamment les dimensions qu'on prend en compte dans la conception des chaussures, puisque je représente tout de même une industrie qui conçoit des chaussures, et donc c'est cela qui est intéressant pour nous. Ce qui a été observé précédemment dans la littérature, donc sur des études du volume du pied assez globalement, soit par IRM, soit avec d'autres techniques volumétriques, c'est que sur des événements de très très longue distance, là l'image elle est tirée d'une étude sur un événement hors du commun qui traverse l'Europe en course à pied et en marchant, il peut y avoir des augmentations du volume global de 2 à 7%. Et ce qu'on avait déjà essayé de faire et déjà essayé de préciser dans des études précédentes, c'était d'aller interroger quelle dimension du pied vraiment évolue. Et ce qu'on avait pu montrer sur différents événements, c'est que après un trail de longue distance, la longueur du pied ne change pas et ce sont plutôt les périmètres. Donc vraiment ce volume, finalement la longueur va pas changer. On tiendrait dans la même boîte en longueur finalement, et c'est ce périmètre, ce volume global du pied qui va évoluer, changer et augmenter notamment sur des longues distances. Pour préciser un petit peu ces premiers résultats qu'on avait eus, on avait observé des résultats assez différents entre des distances qu'on peut qualifier de plutôt courtes et rapides, même si on voit qu'on a étudié des courses qui allaient jusqu'à plus de 80 km, et des distances relativement longues, mais surtout plus lentes. Donc là, c'était l'événement Thor des Géants sur cette étude-là. Donc au-delà de 150 km, et puis on est à des durées de course qui, sur la fin de ce Thor des Géants, excèdent largement les 100 heures. Et donc, les effets différents qu'on observait, c'est que sur les distances plutôt courtes et rapides, on n'observait pas d'augmentation du pied et même une légère diminution du volume du pied, notamment les périmètres qui nous intéressaient, de l'ordre d'à peu près 1%. Donc, c'est assez faible.
Et on sait pas bien l'expliquer. Qu'est-ce qui pourrait causer cette légère diminution du volume du pied, à part une déplétion, un petit peu une perte de nutriments et de volume hydrique, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est des choses que pas trop à l'aise pour interpréter. Sur les distances plus longues, on a une augmentation substantielle du volume de pied. On retombe sur les 2 à 7% qu'on a vu précédemment. Et là, pour le coup, sur le tort des gens, on avait vraiment un phénomène œdématique qui se mettait en place et qui était clairement visible, notamment très visible au niveau de ce périmètre bas de jambe qu'on voit ici. Là, on avait vraiment une augmentation assez importante au-dessus des chevilles. Je vous ferai un focus particulier sur cette dimension-là un petit peu plus loin. On y reviendra. Donc l'objectif sur l'Ultra Trail scientifique de Clécy, c'était d'observer l'évolution de ce volume du pied tout au long de la course. Donc on a une résolution vraiment inédite, puisque les études précédentes qu'on avait pu mener, on mesurait globalement les personnes avant et après la course. Donc on pouvait avoir un point intermédiaire, mais on n'avait pas une résolution aussi importante tous les 25 ou 26 km. Et de manière aussi répétée, donc 6 passages de laboratoire plus la mesure avant, donc ça permet d'avoir vraiment une granularité plus fine sur l'évolution de ce volume du pied. Donc le trail et le protocole, vous le connaissez tous, donc on va pas passer trop de temps là-dessus. Et voilà un petit peu comment on s'était installé, si certains d'entre vous s'en souviennent. Donc on avait notre scanner qui ressemble à cette plateforme ici, et je vous ai mis 2 petites vidéos pour vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a ce petit mobile là qu'on voit tourner sur la vidéo du haut autour des pieds, qui prend plein de photos et qui permet d'extraire un volume en 3D. Et là c'est la deuxième vidéo qui tourne, voilà ce qu'on récupère. Et à partir de cette modélisation 3D du pied, on va pouvoir extraire des dimensions spécifiques, comme illustré ici. Et les dimensions spécifiques justement auxquelles on s'intéresse, elles sont illustrées là. Donc on s'intéresse généralement à la longueur du pied, sa largeur, à l'endroit de l'articulation métatarso-phalangienne, et puis plusieurs périmètres. Le périmètre à l'avant-pied autour de l'articulation métatarso-phalangienne, le périmètre au niveau du cou de pied, donc à l'endroit où le pied est le plus haut, et le périmètre du bas de jambe juste au-dessus des chevilles, qui était dont l'augmentation était vraiment substantielle ou du moins la plus impressionnante dans les études précédentes. Au niveau des résultats, donc on va y aller dimension par dimension, et puis vous allez voir, les graphiques se ressemblent à chaque fois. J'ai simplement illustré l'évolution du volume moyen sur le panel de coureurs au cours de la course. Donc au niveau de la longueur, voilà l'évolution, et puis on n'observe pas de différence significative, quel que soit le moment de la course considéré au niveau de cette longueur du pied. Donc si vous vous souvenez de l'introduction, ça rejoint les résultats précédents, j'y reviendrai également après. Au niveau de la largeur du pied, voici l'évolution, et puis quand on calcule l'analyse de variance, on a une différence significative qui apparaît à partir entre le dernier tour et les mesures d'avant-course. On a environ 2 mm de plus au niveau de cette largeur avant-pied, donc vraiment en fin de course. Quand on regarde les périmètres qui sont au niveau du corps du pied, le périmètre à l'avant du pied et du coup de pied comme j'ai présenté juste avant, on observe des tendances similaires pour ces 2 dimensions. Donc une augmentation, à nouveau l'ANOVA, notre analyse de variance, met en évidence une différence entre les mesures d'avant-course et les mesures au tour 5 et au tour 6. Donc l'augmentation de volume pourrait être un petit peu plus précoce, se voit de manière un petit peu plus précoce sur ces périmètres-là que sur la largeur du pied. Et puis on voit donc on n'a pas de différence significative entre le tour 5 et le tour 6, mais il y a une tendance, on voit une tendance, du moins ici numériquement, à ce que ces périmètres augmentent d'autant plus que la distance est importante à partir d'un certain point. Et donc ici, le certain point, c'est le tour numéro 5. Enfin, le périmètre du bas de jambe ici est inchangé, quel que soit le tour considéré. On a il y a même une espèce de petit artefact ici, une petite diminution entre avant la course et puis le premier tour. C'est un petit truc qu'on pourrait préciser parce qu'on l'avait déjà observé aussi sur des études précédentes, une légère diminution du volume au niveau des mollets dans les premiers kilomètres, alors assez tôt pendant la course du moins. Donc si on résume ce qu'on observe autour du pied,
on n'a pas de changement au niveau de la longueur, ce qui est cohérent avec les études précédentes. On se rendait compte que c'est pas cette dimension qui évolue. Et puis, quand on réfléchit à la mise en place d'un œdème, si on a du liquide qui vient se loger au niveau du pied, au niveau des parties molles, ça paraît assez logique que c'est pas au niveau du talon, au niveau des orteils que vont venir s'écouler le liquide. Et donc, ça paraît logique que cette longueur n'évolue pas. On observe également une augmentation de la largeur en fin de course et puis des périmètres dans le corps du pied à partir du tour numéro 5, donc du 130e kilomètre. Et ça aussi, c'est consistant, cohérent avec les études précédentes, notamment l'étude qu'on avait menée sur le tord des géants. Augmentation relativement importante, entre 3 et 6 mm sur ces périmètres-là, ce qui correspond globalement à une demi-pointure ou voire même une pointure complète si on transfère ça dans une conception de chaussure. Donc ça commence à être relativement substantiel. En revanche, pas de changement de périmètre au niveau du bas de la jambe et la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce qu'on observe réellement un œdème, puisque c'était quand même la zone qui avait le changement le plus important dans nos études précédentes et de manière assez qualitative, ce qu'on avait observé, c'était vraiment la zone où la mise en place de l'œdème se manifestait de la manière la plus spectaculaire et la plus importante. Donc ça soulève un petit peu cette question et c'est aussi en lien avec à nouveau ce qu'on avait observé sur les distances un peu plus courtes dans les études précédentes, c'est-à-dire que est-ce que réellement ces distances-là et ces durées-là de course, elles sont suffisantes pour voir un réel œdème se mettre en place? Et donc ça questionne également l'augmentation de ces périmètres-ci, à quoi pourrait-il être dû si ce n'est pas réellement un œdème qu'on observe? Donc ce sont plutôt des questions ouvertes et je suis désolé de ne pas pouvoir en discuter en direct avec vous, mais en tout cas, ce sont ces questions qu'on se pose actuellement. Et puis une dernière réflexion pour aller un petit peu plus loin à partir des observations qu'on a pu faire. Donc je remets ici des illustrations qui est au niveau du périmètre du coup de pied, mais à la limite peu importe. Ce qu'on observe sur ces premières analyses, et les premières analyses assez classiques où on essaie de comparer chacun des points de mesure, donc chacun des tours, les uns aux autres, pour voir à partir de quel moment on a une différence au niveau des dimensions du pied. Première chose qu'on peut observer, c'est qu'on a une dispersion interindividuelle qui est relativement importante. On a des barres d'erreur qui sont plutôt larges. Alors, ce qui est dû à la fois au fait qu'on avait un échantillon de personnes qui était assez large et que les dimensions du pied, de manière inhérente, sont assez variables. Mais il se peut aussi qu'on ait des variations qui soient elles-mêmes aussi assez importantes. Et puis, deuxième chose qu'on observe, c'est qu'on pourrait observer de manière très qualitative sur ce graphique-là, une tendance à une augmentation assez linéaire au fil des tours aussi. Et donc, les résultats que met en évidence l'analyse de variance, ça pourrait être simplement que la différence devient suffisamment importante pour être significative au bout d'un certain temps, mais le phénomène sous-jacent pourrait être un petit peu plus linéaire et éventuellement un petit peu plus individuel. Donc, ce qui fait penser qu'une analyse de type corrélation pourrait être intéressante à mettre en place entre le volume du pied, donc les dimensions qui nous intéressent ici, et la distance de course, ou éventuellement le temps de course, la vitesse de course, ces paramètres-là, puisque on avait un échantillon hétérogène de coureurs qui se sont comportés et qui ont terminé la course avec des vitesses moyennes et sur des durées différentes. Donc on pourrait aller un petit peu interroger en fonction de l'évolution du volume du pied, en fonction de la durée de course, donc relativiser les mesures à chacun des tours par rapport à la mesure avant course et observer si l'évolution est liée au temps de course ou à la distance et éventuellement au prix hydrique aussi, parce que ce doit être une variable à laquelle on avait accès grâce aux questionnaires qui ont été posés aux coureurs et notamment pendant les ravitaillements. Et ça paraît intéressant parce qu'il y a des études précédentes qui montraient que le changement du volume du pied dans des événements de longue distance ou d'ultra-endurance était proportionnel à la prise hydrique, justement au volume de fluide qui avait été ingéré pendant l'événement. Donc ça peut être une piste intéressante pour aller expliquer éventuellement les résultats que l'on peut observer ici. Voilà pour moi, pour ces premières tendances.
Je vous remercie beaucoup. J'espère que les discussions seront intéressantes. En tout cas, Benoît a mes coordonnées. N'hésitez pas à le solliciter si vous souhaitez me contacter et parler de ces résultats plus en détail. Je suis tout à fait dispo. Je suis aussi en contact avec les équipes de recherche de Motion Lab et de Caen pour travailler un petit peu sur les données des RunScribe. Donc en tout cas, je suis tout à fait ouvert à collaborer à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et puis à bientôt, j'espère. Je l'ai trouvé vraiment super intéressante cette communication, surtout parce qu'elle rejoint des produits que j'ai pu tester de la marque Salomon qui ont récemment vu le jour et qui sont spécialement pensés pour l'Ultra Trail. Déjà, moi je retiens que la longueur du pied elle change pas. Même après 160 bornes, quasiment, il n'y a pas besoin de chaussures plus longues. En revanche, c'est la largeur et le périmètre qui évoluent, parfois de manière vraiment marquée. Ensuite, on a vu que l'augmentation du volume du pied, elle commence dès le 5e tour, autour des 130 km, et elle arrive surtout au niveau de la largeur du pied et du coup-pied, avec des écarts qui vont jusqu'à 6 mm, ce qui peut représenter une demi-pointure à une pointure complète en largeur. Mais il faut noter qu'il n'y avait pas de modification significative du bas de la jambe, contrairement à d'autres études. Peut-être parce qu'il y a eu des gestions de course différentes ou une durée de course différente par rapport à d'autres études. Je trouve intéressant de noter également que ces gonflements, ils peuvent être corrélés à la durée de course et à l'hydratation, et ça, je pense que ça mérite des études supplémentaires. Maintenant, on va passer à la communication de Rémi Urdiel. Il est enseignant-chercheur à l'Université du Littoral Côte d'Opale et spécialiste du sommeil en conditions extrêmes. À Clécy, il a suivi l'évolution de la fatigue cognitive et des temps de réaction au fil de la course pour comprendre comment le cerveau encaisse ou pas le manque de sommeil en ultra. Quelques définitions avant d'écouter Rémi. La privation de sommeil, c'est un état de fatigue cérébrale qui est induit par une dette en sommeil important. Elle provoque une baisse de vigilance, de concentration, voire des hallucinations. Le temps de réaction, c'est le temps nécessaire pour répondre à un stimulus. C'est un bon indicateur du niveau de vigilance. Par exemple, quelque chose apparaît à l'écran d'un ordinateur et on demande d'appuyer le plus vite possible. Le temps qu'on met à appuyer sur une touche, ce sera le temps de réaction. Un effet circadien, c'est une variation de la performance ou de la vigilance en fonction de l'heure du jour ou de la nuit. Des hallucinations hypnagogiques, c'est des images mentales ou des sensations vécues au moment de l'endormissement qui signalent qu'on est à 2 doigts de décrocher complètement. Et une sieste stratégique, c'est une courte période de sommeil volontaire pendant la course qui permet de restaurer, partiellement, les capacités cognitives. Rémi va répondre à des questions comme quelle est la dégradation réelle des fonctions cognitives pendant un ultra ? Est-ce qu'on peut comparer la privation de sommeil en ultra à un état d'ivresse? Et à quel moment une sieste devient utile ou pas? Est-ce qu'on doit aller jusqu'aux hallucinations avant de dormir ou est-ce qu'il n'y a pas de meilleure stratégie que ça? Je vous propose qu'on l'écoute. Bonjour à tous, mais je suis ravi de me retrouver une fois de plus ici, 3 ans après cette aventure de Clécy. Merci à Benoît en particulier pour toute leur regard. Je sais ce que c'est d'organiser des événements comme ça et c'est bien joué, bravo. Donc moi je vais vous parler un peu de sommeil. Le titre était un petit peu long pour cette slide. Alors donc je suis enseignant-chercheur à l'Université du Littoral Côte d'Opale. Ça fait 15 ans que je m'amuse avec les données de sommeil et de privation de sommeil. Pour être plus précis, puis on va regarder ensemble un petit peu ce qui se passe lorsqu'on est privé de sommeil d'un point de vue plus central pour le coup, donc plus au niveau du cerveau. Je m'amuse aussi dans d'autres sports que le trail avec un peu de voile. J'ai fait une petite aventure de 23 jours l'année dernière en course. L'ultracyclisme, on en parlera un peu au fur et à mesure. Puis j'aime bien aussi les ultra-footballeurs. J'ai eu la chance de participer à une petite campagne Ligue des Champions. Et mine de rien, d'enchaîner des matchs, c'est aussi un peu de l'ultra quand même. Voilà. Vous connaissez, je pense, ce monsieur, François Den, vainqueur de cette folie qui est le Tour des Géants. J'ai eu la chance il m'a appelé juste avant, quelques semaines avant, pour essayer de voir si la stratégie qu'il avait imaginée, elle était la bonne. Alors, j'ai jamais fait le Tour des Géants, donc je lui ai dit ce que je pensais. Et à la fin, finalement, c'était pas mal. Et puis ici, vous avez Klaus, qui est à la fête de la bière. Lui, je le connais pas en vrai. Il fallait que je trouve un nom allemand avec l'aide de Virginie. Et je vais vous demander quel est le point de convergence et qu'est-ce qui existe de commun entre François Den à l'arrivée du Tour des Géants et Klaus, finisher de la fête de la bière. Les bras en l'air, ouais. Non, c'est pas ça. Vous avez une autre idée? Non. Eh bien, en fait, leur cerveau, il va fonctionner à peu près de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, les
caractéristiques en fait et leur capacité en fait de réagir à des événements imprévus, ce qu'on appelle la vigilance, finalement, elle va être à peu près identique. Celui-là à cause du manque de sommeil, évidemment beaucoup moins à cause de l'alcool, on l'espère, et celui-là probablement un peu des deux, mais en tout cas, sachez que dans les résultats qu'on a depuis un petit moment, on se rend compte que à l'arrivée d'un trail comme celui de Clécy, finalement, c'est quasiment 1,5 g d'alcool dans le sang, si on compare en tout cas les capacités du cerveau à l'arrivée. Donc c'est un peu ça qu'on va tourner. Donc en gros, notre cerveau, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il rame. Si je suis un peu plus précis, un peu plus scientifique, c'est une vieille étude, mais que j'aime beaucoup parce qu'elle est assez simple. C'est que donc si on regarde en fait les temps de réaction d'un individu qui est privé de sommeil au fur et à mesure du temps. Donc là, 12 heures, c'est à peu près ce que vous aurez vécu ce soir. 36 heures, vous mettez une nuit blanche. Ici, on en met de plus en plus. Mais en fait, on dit généralement que les temps de réaction sont ralentis. Ok, mais en fait, finalement, on parle en moyenne et en réalité, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Si on fait un test de temps de réaction qui va durer une dizaine de minutes et où il y a 70 essais, on voit surtout en fait qu'il y a de la variabilité. De temps en temps, même au bout de 84 heures de privation de sommeil, ça va, ça se passe pas trop mal, mais il y a des moments, on bug. Donc c'est ni plus ni moins la même chose que quand votre ordinateur il se met à ramer. Voilà. Et donc en fait, notre cerveau, il est instable et il va changer d'état, d'instabilité en fait de façon très très rapide et il prévient pas. D'accord? Donc vous imaginez bien que s'il y a un problème, si on doit réagir à quelque chose au moment où notre cerveau bug, ça marche pas et il peut se passer ça. Oui, je sais, elle est pas terrible cette photo. Mais on passe d'un super état où là on est super bien à gauche à malheureusement j'ai pas vu le caillou et mon cerveau a pas su dealer avec l'événement. Alors la privation de sommeil, ça va jusqu'à et je sais que il y a pas mal de trailers et de sportifs qui vont aller jusqu'à l'hallucination et c'est fait partie un peu du délire, je dirais, de l'ultra. On va en parler juste une minute. Je vais pas être au centre de mon discours. Ça va pas être au centre de mon discours, mais l'hallucination, c'est, je crois, le but. Le niveau ultime, je dirais, de la privation de sommeil. Franchement, on est plus bon à rien, en fait, à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce sont des hallucinations qu'on dit hypnagogiques et elles arrivent, en fait, à l'endormissement. Et donc, ça veut dire que les gens qui vivent des vraies hallucinations, eh bien, du coup, sont en train de s'endormir en réalité. Et donc, quand on est en train de s'endormir, on peut pas être performant. Ok? Donc, très clairement, c'est non, l'hallucination. C'est-à-dire, en fait, je sais pas si c'est assez bien écrit, mais en fait, l'hallucination, ça peut être rigolo pour raconter aux copains, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui est non souhaitable, tant pour la sécurité que la performance, soyons clairs. Ok? Donc je pense que c'est même d'un autre temps. On en parlera sur la conclusion, mais c'est aussi des choses à changer, je pense, dans la mentalité. Ce matin, il y a eu pas mal de présentations qui étaient assez intéressantes pour aussi dire que peut-être bien qu'il faut qu'on change d'air, au sens où maintenant on va essayer de réfléchir en tant qu'ingénieur et plus en tant que juste pratiquant. Je me défonce pour aller faire de l'ultra. Bref, je passe à la suite. Alors. Maintenant, comment fonctionne, entre guillemets, comment évolue notre état de fatigue, je vais le dire comme ça, fatigue cognitive, c'est-à-dire ce cerveau qui se dégrade et son niveau de dégradation, comment il évolue dans le temps. En fait, il évolue avec deux principes. Un qui va être l'effet cumulé du temps, vous restez éveillé longtemps, bien entendu, votre cerveau va devenir de moins en moins performant, c'est évident. Puis il va fonctionner avec une autre variable qu'on dit circadienne, c'est-à-dire en fait, l'alternance du jour et de la nuit, en fait, va avoir un effet sur notre cerveau qui va donner plus ou moins de vigilance. À la fin, ici, on est dans une étude de laboratoire. Ici, eh bien, du coup, on voit que on a de plus en plus en fait de fatigue qui s'accumule. Ici, vous avez les temps de réaction en millisecondes. Donc, on a de plus en plus de fatigue qui s'accumule. Mais vous voyez aussi des variations très nettes, avec des pics qui vont arriver, bien entendu, dans la partie nocturne. Et donc, au cœur de la nuit, évidemment, notre cerveau, il est plus vraiment fait. Depuis la nuit des temps, on n'avait pas le Wi-Fi, on n'avait pas la lumière et la lampe torche.
Donc, du coup, il est fait pour dormir la nuit et il n'est pas du tout capable de faire quoi que ce soit à ce moment-là. Et puis, malgré la privation de sommeil, puisque si c'est de la privation totale, on voit qu'on revient à des niveaux de performance qui sont plutôt pas trop mauvais le lendemain. Ok, ça c'est transitoire, puisqu'après on part vers des états qui sont plus tout à fait souhaitables. Et c'est ce qu'on a montré aussi en ultra trail. Donc ça, on sait depuis les travaux qu'on a menés sur l'ultra trail du Mont Blanc en particulier, avec pas mal de points de passage, aussi un peu sur le modèle de Clécy, mais du coup que ça existe aussi en ultra trail, qu'on n'est pas protégé à ça. Alors Clécy répond clairement, en fait, quand on prend les datas de Clécy, ça répond exactement à ce principe-là. Et malgré la dispersion des résultats, ici vous avez, la perception de l'état qu'on a, donc c'est une petite échelle qui va de 0 à 9, qu'on appelle Karolinska Sleepiness Scale. On voit, quand on essaie de faire fitter un peu nos datas, enfin un modèle de nos datas, on voit que tout ça augmente, donc vous voyez que ça ressemble vraiment. Ici, on est sur des temps de réaction, donc on avait un protocole de 5 minutes devant un ordinateur avec des temps de réaction, il fallait répondre donc le plus vite possible. Ça n'échappe pas en fait à cette même loi d'accumulation de fatigue au fur et à mesure du temps, qui a une variation aussi qu'on dit circadienne. Par contre, l'élément intéressant, c'est que ici en rose, c'est des modèles, c'est un modèle mathématique de laboratoire. Donc je vous passe un peu les détails, c'est un peu compliqué, mais on essaye de prédire un peu les résultats. Et en fait, on voit que quand on prend un modèle qui serait celui de laboratoire, qu'on le fait fitter en fait aux data, du coup, il a tendance à dire qu'on est plus fatigué que ce qui se passe en bleu, qui est la réalité sur le terrain à Clécy. Ce qui fait qu'on a probablement un effet assez marqué en fait du fait d'être en activité physique. C'est-à-dire que du coup, ce qu'on sait des études de laboratoire, il faut les modérer parce que l'activité du système nerveux lorsqu'on fait de la course à pied, du coup, il va quand même modifier la tendance. Donc, on va aplatir un peu l'effet de la fatigue, mais il existe toujours, évidemment. Alors, le meilleur médicament après la cocaïne, c'est la sieste quand même, pour essayer de se préserver. Alors, je vois qu'il y a une petite... excusez-moi, la figure, elle n'est pas arrivée par-dessus la photo. Mais en tout cas, la sieste, évidemment, ça va marcher, je vais vous faire voir. Mais en tout cas, sur un début de course, donc plutôt dans la partie jour, en tout cas d'un début de course après une nuit blanche, par exemple, on va voir que la sieste, elle a un effet limité. C'est-à-dire, ici, vous avez des gens qui arrivent à un checkpoint qui ne vont pas dormir. Ici, vous avez des gens qui vont dormir. Quand ils arrivent au checkpoint, ils ont un niveau de fatigue qui est quasiment équivalent. Donc là, on est affaire à des gens qui veulent prendre une sieste pour anticiper potentiellement une deuxième nuit en course. On voit que derrière, en fait, la récupération, 1 kilomètre plus tard, c'est-à-dire moins d'une heure, le temps d'aller faire de remplir sa gourde, etc. Du coup, il y a assez peu d'effets. Par contre, si on va la deuxième nuit, en plein milieu de la deuxième nuit, du coup, on voit que les gens qui vont faire la sieste, ils arrivent déjà plus fatigués. C'est ça qui fait prendre la décision de faire la sieste. On ressent qu'on en a besoin. Là, je fais rapport à la présentation qui a été faite là sur les aspects psychologiques. Il faut savoir aussi s'écouter à un moment donné. Donc là, on voit que les gens s'écoutaient plutôt pas mal. On voit que la sieste, 1 kilomètre plus loin, excusez-moi pour les petits machins, mais c'est 1 kilomètre plus loin, du coup, elle a eu un bel effet, c'est-à-dire qu'on a rattrapé un peu son retard, on a récupéré, ça fonctionne bien. Et puis ici, on est 30 kilomètres plus loin, et on voit sans qu'il y ait eu de sommeil entre les deux, mais on voit que finalement, la sieste, elle a eu cet effet quand même qui dure dans le temps, puisqu'on n'a pas de différence en fait entre les deux groupes, même si vous voyez qu'on a tendance à repartir avec le temps vers le haut. J'espère que j'ai été assez clair, mais je vous réexpliquerai un peu plus tard si c'est nécessaire. Alors voilà, on va être simple. Dormir peu, bien sûr, ça fait partie du jeu. Dans tous les sports d'ultra-endurance, on va, mardi, pour ceux qui seront là, il y a une autre présentation sur des datas d'ultracyclisme et de navigation à la voile. Dormir peu, ça fait partie du jeu, évidemment. Si on veut arriver vite, du coup, on est obligé de limiter son temps de sieste. Mais en fait, finalement, il va falloir essayer de trouver les bons moments, à la fois pour soi et à la fois sur le parcours. On voit que peut-être dormir trop tôt, ça peut avoir un effet limité. Donc l'investissement de temps dans la sieste
Je pense que s'il est nécessaire, il faut le prendre, mais peut-être que c'est pas le meilleur moment pour le prendre et c'est peut-être un petit peu plus tard quand la pression de sommeil, on dit, elle est importante. Et puis, en tout cas, il faut dormir suffisamment pour éviter de devenir nul. Je savais pas comment conclure, mais en fait, si on va jusqu'à l'hallucination, on est nul, soyons clairs. Donc, en fait, on ne peut pas aller dans cet état-là. Donc, il faut trouver le bon niveau et le bon seuil, en tout cas, autour duquel naviguer pour que on puisse avoir en fait une performance quand même minimale nécessaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bon alors, 3 choses à retenir de cette communication. Un cerveau privé de sommeil, il devient instable et imprévisible. Les temps de réaction deviennent très variables avec des bugs soudains qui compromettent la vigilance et augmentent le risque, par exemple, de chute ou de mauvaises décisions. Je vous en avais déjà parlé dans l'épisode avec Guillaume Millet sur le sommeil que vous retrouverez en ligne. 2, l'hallucination, c'est pas un signe de force ou qu'on a bien lutté. C'est un signe d'effondrement cognitif. Ça signale le début de l'endormissement et c'est incompatible avec la performance et la sécurité. C'est à éviter à tout prix. Et 3, la sieste, elle est efficace si elle est bien placée, si elle est bien pensée. Elle n'est pas utile trop tôt, elle devient précieuse dans une 2e nuit de sommeil, quand la pression de sommeil est maximale. Mais il va falloir la penser, cette sieste, la réfléchir, la choisir de manière stratégique. En tout cas, moi, c'est ça que la communication de Rémi m'a ancré dans l'esprit. Et passons maintenant à la dernière communication de ce congrès. Celle de Amir Odzik. Il est cardiologue du sport et maître de conférence au CHU de Caen. Il est spécialiste du fonctionnement cardiaque à l'effort et il a étudié pendant l'Ultra Trail scientifique de Clécy les adaptations aiguës du corps à un effort prolongé de très longue durée. Avec son équipe, ils ont réalisé des échographies 3D et des électrocardiogrammes avant, pendant et après la course pour analyser en détail le fonctionnement du muscle cardiaque, la contraction, la relaxation, le volume de sang injecté, mais aussi le risque de fatigue ou de stress cardiaque qu'on appelle transitoire. Quelques définitions avant de l'écouter. La fatigabilité cardiaque, c'est une altération temporaire de la fonction cardiaque après un effort prolongé, souvent réversible en 24 à 72 heures. Le volume plasmatique, c'est la quantité de liquide circulant dans le sang. Une baisse liée à la déshydratation peut fausser l'interprétation des résultats. L'intervalle QT, c'est un temps de repolarisation électrique au niveau du cœur. En fait, le cœur, quand on fait un électrocardiogramme, il y a plein de pics électrique. Et l'intervalle QT, c'est l'intervalle de temps qui sépare 2 pics, on s'en moque un petit peu desquels, c'est un intervalle entre 2 phases de la contraction du cycle du cœur. Et la fonction systolique et diastolique, c'est la capacité du cœur à se contracter, la systole, et à se relâcher, à se remplir de sang, la diastole. Amir, il va répondre à des questions comme « Est-ce que le cœur se fatigue réellement pendant un ultra ? Est-ce qu'on observe des signes de stress cardiaque ou de souffrance cardiaque ? Et est-ce que le cœur peut être un facteur limitant de la performance en ultra-trail ou est-ce qu'en fait, il ne rentre pas en jeu? Je vous propose d'écouter ces réponses. Bonjour à tous, donc je suis Amir Odzik, je suis cardiologue et cardiologue du sport au CHU de Caen et donc je vais vous parler de l'adaptation cardiaque à l'ultra-endurance et surtout l'adaptation cardiaque aiguë. Donc merci encore Benoît, j'ai été ravi de faire partie de ce protocole et on a appris plein de choses. Voilà, donc un petit élément déjà rationnel, pourquoi on s'intéresse au cœur? Parce que le cœur, souvent, ça fait peur, et l'ultra-endurance, pour les cardiologues, ça fait peur, parce qu'on s'imagine que c'est des efforts surhumains, et c'est vrai que c'est un effort très important. Et c'est vrai que souvent, il y a ce paradoxe du sport, vous allez voir. Vous le savez, faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est très bon pour la santé cardiovasculaire. Mettons, on a beaucoup d'études qui ont montré que faire du sport intensif, y compris chez les athlètes de haut niveau, on a une meilleure survie sur le long terme, on a moins de risques cardiovasculaires, moins de mortalité cardiovasculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est avéré. Mais malgré tout, on garde ce paradoxe de savoir est-ce que faire du sport de manière intensive et de manière répétée dans sa vie, avec des bursts intensifs comme ça tout au long de sa vie, notamment chez les vétérans, est-ce que ça peut induire des phénomènes aigus à risque sur les événements de course à pied ou endurance? Et puis, cette répétition, est-ce que ça peut aboutir à des phénomènes de remodelage cardiaque, des modifications cardiaques, des cicatrices cardiaques, un peu comme des processus pathologiques au départ sur un cœur sain? Je vous rassure tout de suite, ça a été beaucoup à la mode dans les années 2010. On parlait même de cardiomyopathie de Philippides. Maintenant, c'est très débattu parce que il n'y a pas vraiment de preuves chez l'humain comme quoi le sport peut être délétère. Et de l'autre côté, on a beaucoup de métadonnées qui montrent que, y compris chez le sportif intensif, c'est très bénéfique sur la santé cardiovasculaire. Néanmoins, il reste une notion qui est assez débattue encore, c'est sur la fatigabilité cardiaque à l'effort. On l'a vu sur le muscle, on l'a vu sur les autres organes. Et
on se pose encore la question de savoir est-ce que le cœur va vraiment se fatiguer sur un effort intensif et prolongé, et ou prolongé. Et autant sur les épreuves de marathon, on retrouve dans la littérature près de 70 à 80% des athlètes présentent des signes de fatigabilité cardiaque qui souvent s'expriment par une dépression très transitoire et modérée de la fonction cardiaque. À la fin des courses, ils récupèrent très vite, généralement dans les 24-48 heures et souvent jusqu'à 7 jours. Mais sur l'ultra-endurance, on a maintenant des données qui arrivent également. Ça a commencé dans les années 90, qui vous montraient ces données comme ça en U. Vous voyez qu'au début, la fonction cardiaque est normale. Ça, c'est le remplissage, ça, c'est l'éjection. Et puis, progressivement, il y avait une petite dépression à la fin de la course. Et puis, derrière, ça récupère. On a également des données, ça c'est Romain Geoffroy qui a publié ça il n'y a pas très longtemps, qui montrait que ces altérations, qu'on voyait ça, c'est l'Ecotrail de Paris, en bas, on voyait que ces altérations peuvent être associées à une libération d'enzymes cardiaques qui sont habituellement dosées dans la pathologie cardiaque, qu'on appelle le BNP ou la troponine, qui sont dosées soit dans l'insuffisance cardiaque ou dans l'infarctus, et ils associent ça potentiellement à ce que cette dépression transitoire de la fonction cardiaque pouvait être associée à des signes de souffrance cardiaque du fait de l'effort physique. Néanmoins, ces données sont assez... En tout cas, on ne les retrouve pas systématiquement et maintenant, on a de plus en plus d'études et les résultats ne sont pas tous similaires et c'est très difficile de comparer, vous le savez très bien, une course à une autre, un individu à un autre parce que les conditions de course changent, l'environnement change. Et il y a un élément qui est très important à prendre en considération lorsqu'on étudie la fonction cardiaque, notamment en imagerie comme en échographie ou en IRM, c'est la volémie et le volume plasmatique. Parce que si le volume plasmatique change, si on a une diminution, par exemple, de la volémie du fait de la déshydratation, on peut avoir des paramètres de fonction cardiaque qui diminuent, qui sont simplement reliés à la diminution de la volémie et pas tant à la fonction du muscle elle-même qui, elle, reste préservée. Et ça a été montré très bien dans les expériences de laboratoire. Vous voyez ici que si on corrige, si on prend les sujets, ils font le même effort dans des conditions de chaleur, là c'était à 35 degrés avec 50% d'humidité et tantôt on les laisse se déshydrater et puis ils refont le même exercice et on les réhydrate tous les 15 minutes, ce qui n'est pas possible de faire sur une course en vraie vie. On voit que les paramètres de fonction, finalement, ils sont normalisés. Et c'est pas lié vraiment à l'effort, puisqu'ils font le même effort, mais plutôt à ces conditions de volémie. Et ça a également été montré sur certains autres papiers, notamment papier de Grégoire Millet qui ont étudié le Tour des Géants. Donc, vous connaissez bien un trail en montagne. Et en montagne, on a tendance à avoir une expansion volymique. Et cette expansion volymique était plutôt associée à une préservation de la fonction cardiaque. Donc, une fonction cardiaque qui même augmente un petit peu du fait de ces variations de volémie. Et donc, vous voyez, il y a quand même des résultats assez contradictoires. Et donc, nous, dans le cas de Tracy, du trail de Clécy, on s'intéressait justement à voir est-ce qu'on a des signes de fatigabilité cardiaque, puisqu'on pouvait avoir ces mesures répétées. Alors, du fait de notre protocole, donc on a fait des ECG avant-après, vous rappelez l'échographie, mais du fait du temps nécessaire pour l'échographie, pour éviter de plomber tout le protocole, on a choisi d'étudier donc tout le monde avant-après et puis un petit sous-groupe de 28 sujets pendant la course. Alors, on avait la chance d'avoir des échographes, vraiment les échographes cliniques avec une haute performance. Donc, on a pu faire plein de paramètres assez évolués, notamment de la mesure du 3D. Le 3D, ça permet d'avoir vraiment une mesure de la volémie cardiaque, comme un peu en IRM. Et donc, c'est des mesures très intéressantes et très précises. Nos principaux résultats, ce qu'on observe, ça vous avez peut-être déjà vu avant, mais sur la fréquence cardiaque, sur les gilets, on avait une diminution de la fréquence cardiaque moyenne au fur et à mesure de la course, qui était probablement liée à la baisse de l'intensité. Et puis sur la pression artérielle, vous voyez, la pression artérielle, elle avait tendance également à diminuer progressivement, ce qui est quelque chose qui était attendu et retrouvé. Vous savez que l'effort physique, c'est le meilleur traitement antihypertenseur. Et donc on avait ces effets bénéfiques sur la tension, parce que lié à la vasodilatation périphérique et probablement lié un peu à la déshydratation. Sur les paramètres un peu plus précis sur le cœur, on a fait des électrocardiogrammes avant-après. Et ce qu'on a observé, il n'y a pas vraiment de différence chez les différents groupes, que ce soit finisher ou non finisher. Il y a un paramètre qui ressort significativement chez tout le monde. C'est un allongement de ce qu'on appelle de l'intervalle QT, ce qu'on a marqué ici en rouge. L'intervalle QT, c'est le temps de repolarisation cardiaque. Et c'est quelque chose qui est très surveillé chez les athlètes parce que pendant ce temps de repolarisation, si celui-ci s'allonge de manière anormale, ça peut exposer à une vulnérabilité cardiaque, à faire des troubles du rythme et des troubles du rythme graves. Je vous rassure, tout le monde avait un ECG normal et cet allongement était très modeste et assez physiologique, donc il n'y avait pas de choses pathologiques, mais c'est quelque chose qui est intéressant à noter et à surveiller.
Concernant l'échographie, alors ça fait beaucoup de chiffres, je vous ai sélectionné que quelques paramètres parce qu'on a à peu près une quarantaine de paramètres par sujet, donc ça fait beaucoup de données. Mais ce qu'on a observé principalement nous sur le cœur, c'est qu'en grosso modo, il se passe pas grand-chose sur la fonction cardiaque. On a observé sur le ventricule gauche, c'est la partie gauche du cœur qui est sous l'aorte, grossièrement que le volume du ventricule gauche avait tendance à diminuer significativement après la course, probablement lié à une diminution de la volémie cardiaque par déshydratation. Et malgré ça, c'est la fonction cardiaque restée préservée, et même que ce soit au niveau de la contraction ou de la relaxation, c'est-à-dire la capacité du ventricule à se remplir. Donc il y avait un mécanisme finalement d'adaptation du cœur qui permettait de, malgré la diminution de la volémie, de bien éjecter et de bien se remplir. On avait la même chose à droite, et que ça soit avant-après, chez les finishers, non-finishers ou sous-groupe qu'on suivait à chaque tour, on n'avait pas vraiment on avait le même mécanisme, les mêmes adaptations, et on voyait que ça s'adaptait de manière assez précoce, parce que dès le premier tour, on voyait ces différences, et après, ça persistait. Donc, en gros, le cœur s'adapte à l'effort physique, il était capable de s'adapter à ce trail. Il n'y avait pas d'argument chez nous pour la fatigabilité du muscle cardiaque, même si on avait des arguments sur les échographies qui avaient probablement une hypovolémie relative par la déshydratation. Le cœur des athlètes était capable de s'adapter, il se remplissait bien, il éjectait bien, il n'y avait pas de signe de souffrance. Il y avait une petite différence dans la réponse ventriculaire droite et ventriculaire gauche, qui est déjà connue, parce que le ventricule droit, il a un petit travail supplémentaire à faire, parce que les pressions pulmonaires augmentent un petit peu plus que les pressions, vous avez vu, dans l'aorte, qui ont tendance à baisser. On sait que les pressions pulmonaires augmentent un peu à l'effort, mais malgré ça, le ventricule droit, la partie droite du cœur, était aussi capable de s'adapter et de bien éjecter. On n'a pas vu de différence entre les finishers et non-finishers, donc le cœur n'était pas le facteur limitant pour la performance. Et puis on a cet effet sur l'électrocardiogramme et cet allongement de l'intervalle QT qui est à noter, et qui pour nous quand même préconise la réalisation d'électrocardiogrammes. Et ça, c'est quelque chose qu'on surveille en cardiologie du sport pour être sûr que tout le monde a un ECG au départ qui est normal, parce qu'on sait que ça peut bouger durant un effort physique aussi prolongé. Donc il y a bien sûr des limitations. C'est très difficile de se comparer aux autres études, parce que c'est vrai que c'était 6 tours de 26 km, il y avait des temps de pause, et puis nous, on était en bout de chaîne, donc les athlètes venaient à peu près, ils étaient déjà au repos pendant 1 heure, donc c'est à prendre en considération. On ne pouvait pas faire l'écho chez tout le monde, mais néanmoins, ces résultats sont globalement très rassurants. On est encore en train de faire des analyses dessus, notamment pour voir s'il y a des différences entre les hommes et les femmes. Et puis, on est en train d'analyser les données sur les gilets ESOSKIN pour compter les anomalies du rythme, pour savoir si ce type d'effort était, et notamment avec les modifications de l'ECG, était associé à des anomalies du rythme cardiaque. Donc, c'est un petit travail de fourmi qu'on est en train de faire. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pour remercier toute mon équipe, parce qu'il y avait plus de cardiologues et plus de machines qu'au CHU de Caen, au laboratoire d'écho. Donc, c'était pour les remercier de leur participation. Voilà. Merci. Pour moi, il y a 3 choses clés qui ressortent de la communication d'Amir. 1. Le cœur s'adapte très bien à l'effort d'ultra-endurance. Malgré une légère baisse du volume plasmatique, la fonction cardiaque, elle reste globalement stable et efficace. 2. Il n'y a aucun signe de fatigabilité du cœur, majeur. En tout cas, ils n'en ont pas observé pendant l'épreuve. Il n'y a pas de baisse de la fonction contractile ou de signes de souffrance cardiaque objective qui ont été relevés pendant cet ultra-trail scientifique. Cependant, c'est le 3e point à noter pour moi, on observe parfois un allongement modéré de l'intervalle QT sur l'ECG post-course. Mais en fait, cet allongement entre le temps de 2 pics sur l'onde d'électrocardiogramme, c'est une conséquence immédiate, mais qui n'a pas l'air de justifier une surveillance régulière chez les pratiquants d'ultra. En tout cas, ça semble être son point de vue. Donc en résumé, le cœur n'est pas un maillon faible sur un ultra-trail. Et c'est là-dessus que je vous propose de conclure ce 2e épisode sur les résultats de l'Ultra Trail scientifique de Clécy. Tout d'abord, je remercie For Endurance, mon partenaire nutrition, qui soutient la saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité que j'utilise personnellement et dont plusieurs gammes sont composées en respectant les recommandations de la science. Comme on a parlé Ultra Trail, je vous invite cette semaine à découvrir le Energy Unit Gel de Endurance, saveur tropicale, avec 45 grammes de glucides pour 75 grammes de produits. Un ratio maltodextrine-fructose de 1,08 qui est parfait pour les efforts longs. Vous retrouverez le lien vers ce gel en description de l'épisode.
Je remercie également à nouveau les 3 autres partenaires qui rendent cette saison 2 possible, Gollum, Suunto et Wise. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à la table ronde qui a suivi ces présentations et où les chercheurs présents ont répondu à plusieurs questions que je me posais sur tous ces résultats, comme par exemple comment ils ont fait pour interpréter les données alors que le temps de course des participants n'était pas le même. Tous les contenus exclusifs que je produis sont disponibles avec un abonnement Patreon à 7 € par mois. Si ça vous intéresse, le lien est en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un incontournable de la préparation en ultra trail, les Weekend Shock. Et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.